Pour ce 53e chapitre du podcast, on est accueilli par un lieu qui fait complètement sens à la culture manga, Paozu Inc. Situé au 34 avenue de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés dans le 94, Paozu Inc. est un tattoo shop qui met à l'honneur les mangas dans sa décoration, mais surtout dans ses créations. Tenu par Edrix Tattoo, un crack du tatouage manga, on y retrouve également des réalisations de notre 53e invité Elio, aka Poisson Labo. Un grand merci à Edrix et son shop pour cet accueil super chaleureux, et tout de suite, le 53e chapitre de Pain sur la planche. Elio, Ciao. je suis content de t'avoir dans le podcast. Il y a pas longtemps, j'ai mis une story avec des gens, tu vois, des recommandations de personnes que je pourrais avoir dans le podcast. Ok. Et il y a plusieurs personnes qui t'ont cité Ah en ouais disant ouais, la nouvelle gêne, nanani, Poisson Labo et tout. Et ça faisait un moment que je te suivais sur les réseaux, tu vois. Ok. Et pendant longtemps, je me suis dit, vas-y, le mec il a 18 ans, 19 ans, tu vois, j'étais en mode, est-ce qu'il est pas un peu jeune? Enfin, je savais pas si t'avais des choses à dire, tu vois, des choses à raconter sur ton vécu, sur ce que tu fais. Et après, je me suis aussi fait une réflexion, c'est qu'il y a des gens, ils ont 80 ans, ils ont rien à raconter, tu vois. Tu vois ce que je veux C'est dire? pas faux. Il y a des gens, ils ont duré longtemps, mais ils ont jamais vécu. Et je pense que toi, c'est l'inverse. Surtout quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à ton parcours et j'ai vu à 13 ans, t'étais déjà dans les bails, tu vois, genre t'étais déjà à fond. Donc finalement, ça fait déjà 6 ans que t'as une carrière entre guillemets dans le dessin, et c'est pour ça que je suis hyper content de t'avoir, parce que en fait, on parle pas d'âge, tu vois. Enfin, c'est Et la fameuse. bah vraiment. Non, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Ce qui compte, c'est ce que les gens ont fait de leur temps, pas combien il y en a. Et justement, toi, c'est 3 ans et demi de différence qui t'ont lancé dans le dessin. Ah, mais t'as déjà la référence. Ouais. Je te dis, j'ai regardé un peu ce que t'avais fait, et moi, c'est pas enfin, cette phrase-là, je trouve, elle est marrante, tu vois, où tu dis, mon frère, il avait 3 ans et demi de plus que moi, il me disait toujours, ouais, t'as 3 ans et demi de retard, si je travaille 2 fois plus, je vais le rattraper. Mais t'as eu ça, genre, à 5 ans, tu te disais ça. Hmm. Mais tu sais, c'était l'aspect débile de faire des calculs pour tout, tu vois. Ouais. T'as l'impression que tout est linéaire et quand t'es petit, t'apprends à calculer, genre les additions et les soustractions. Et donc, basiquement, il me dit, vu que t'as une somme en retard, bah, je me suis dit, si tu fais 2 fois plus, en moitié moins de temps, ça Ouais. aura la même chose, tu vois. Mais bon, ça fonctionne pas comme ça dans la vraie vie, malheureusement. Mais oui, c'est vrai que ce raisonnement, j'ai eu assez tôt, c'était assez drôle. Et tu l'as rattrapé en combien de temps? Bah, du coup, je l'ai pas du tout rattrapé en, en 3 ans et demi. Mais, à peu près, en fait, c'est un moment, il s'est arrêté. C'est surtout Ouais. ça. En vrai, l'écart, il a toujours gardé. Malheureusement, c'était ça. Ah ouais? Il est Ouais. bouillon aussi, ton frère? Ah, il était très très fort. Surtout qu'il a un gros cerveau, donc ça m'aidait pas. Mais quand il était en sixième, il a un peu arrêté de dessiner. Ok. Donc il dessinait toujours largement mieux que moi. Mais donc moi après, quand je suis arrivé moi en sixième, bah lui il dessinait plus du tout. Ok. Et donc c'est là où je l'ai un peu rattrapé parce qu'il avait totalement arrêté quoi. Donc toi tu continues et parce que j'ai l'impression que t'as beaucoup ce discours aussi, tu vois, de ouais, genre faut s'entraîner, faut machin, faut progresser, etc. T'étais déjà dans cette vibe où tu voulais genre t'améliorer en dessin, et qu'est-ce que tu faisais enfin, parce qu'en vrai, toi on parle de toi quand t'as 10 ans, mais c'est la réflexion de certains qui ont 20 ans maintenant, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois le Mais ouais, en vrai, c'est ce que t'as dit, c'est que c'est pas une question d'âge. En vrai, les raisonnements, faut pas être Einstein pour penser à progresser, tu vois. Donc c'est ça. Bah, en fait, les mécanismes pour progresser, quand t'es petit, c'est bête, hein. Tu fais ce que t'aimes, tu fais de plus en plus difficile. Moi, j'avais aussi, mon arrogance qui m'a aidé, c'est que je détestais les copier, tu vois. OK. Je détestais copier et j'avais même la prétention quand je copiais des dessins de penser que je les corrigeais. OK. Donc tu vois, t'avais le psy qui mettait pause sur le film Fusion de Dragon Ball à l'époque, tu vois. Et tu sais, il y a un plan de Goku SSJ3 à un moment avec de la fumée qui est trop stylé, tu vois. Et bah il y avait quelques trucs d'anatomie où tu sais, moi mes parents ils sont médecins donc ils m'avaient un petit peu appris les bases chercheur et médecin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, bah, putain, t'es vraiment renseigné. Et du coup, ouais, je voyais le dessin et je me disais, bah, il y a quelques petits trucs. C'est bizarre, l'épaule, on dirait qu'elle est disloquée et tout ça. Et donc, j'avais la prétention de penser que je corrigeais alors qu'il y avait 36 000 erreurs à côté, tu vois, que je faisais pas du tout bien. Et donc, c'est ça qui m'a aussi aidé à pas tomber dans le piège de pas se poser de questions quand tu dessines. Ouais. Parce que c'est ça qui fait que les gens stagnent, c'est quand ils vont commencer à faire quelque chose sans se poser plus de questions sur quelles sont les voies d'amélioration. Clairement. Et t'as aussi des pièges, tu vois, des fausses techniques comme la technique du quadrillage. Il y a plein de gens bon, c'est un peu technique là, mais tu vois, il y a plein de gens dans le dessin qui font un quadrillage sur leur référence et ils copient carreau par carreau dans le carreau. Et ça, c'est pire erreur. C'est un peu comme si tu recopiais, décalqué, quoi. Mais tu comprends rien à ce que tu fais. T'es en mode imprimante. Tu fais pixel par pixel, mais c'est des gros pixels, quoi. Donc pour toi, c'est la base, c'est de comprendre. Bah, évidemment, si tu veux progresser, c'est la base. Après, si ton but, c'est juste d'avoir du résultat, non, tu fais ce que tu veux. Tu vois, si ton objectif, c'est de copier parfaitement, t'as pas besoin de comprendre ce que tu fais. Ce que tu veux dire. Technique du quadrillage, elle est faite pour ça, en fait. Mais il faut juste pas, tu sais, il faut pas que l'outil soit pas valide pour ce que tu veux faire. Donc,
là, tu progresses en dessin pendant tout le collège. Et dès la 3e, tu commences à faire des prestats? Alors, c'est à 13 ans, donc c'est un peu avant la 3e, il me semble. Encore mieux. Donc, à 13 ans, j'étais en 5e, 4e. J'ai ouvert mon auto-entreprise. C'est possible? En fait, justement, c'est possible. Il suffit juste d'avoir une lettre écrite de tes parents, tes de représentant légal qui. C'est ça. Et en fait, l'histoire était assez drôle. Je sais pas si tu l'as déjà vu celle-là. C'est Kyodai et Aniki, c'est une entreprise de figurines. Ok, j'ai pas, mais. Et bah eux, c'est les premiers vrais clients que j'ai eu parce que même avant ça, je faisais déjà des commissions sur Instagram. Donc j'ai ouvert mon compte Instagram en 5e. Ok. Donc de mes 5e jusqu'à Kyodai et Aniki. Donc un an quoi. C'est là où j'ai vraiment commencé à bosser, tu vois. Ok. Et donc je faisais des commissions, mais c'était des trucs à 20 € le dessin, des trucs de merde, tu vois. Et Kyodai et Niki, il y a un moment, ils voient mon profil sur un groupe Facebook de mes Berserk, parce que je connaissais Berserk et je kiffais ça. Ouais, toi t'es gros fan de Berserk. De toute façon. Très gros fan de Berserk, et où ça se ressent, je pense. Et bah ils ont vu mes dessins et donc ils se sont pas dit que c'était un enfant de 13 ans qui faisait ces dessins. Et donc ils m'ont parlé. Et ils t'ont DM en mode viens on bosse ensemble. Ouais, et ils m'ont demandé les trucs normaux quand t'es une entreprise et que tu veux des dessins. Ils m'ont demandé mon numéro de siret, mon IBAN et ce genre de choses, tu vois. Tu bégayes à ce moment-là ou? Et moi je leur dis naïvement comme l'enfant de 13 ans que j'étais, mais c'est quoi un IBAN? Ouais. C'est quoi un BIC? C'est quoi un numéro de siret? Et ils me disent mais attends, t'as quel âge? T'es qui? Comment ça, ceux qui savent pas ce que c'est, tu vois? Et donc je leur dis j'ai 13 ans, désolé, ça c'est pas j'ai jamais fait ça quoi. Et là ils pètent leur crâne et donc ils m'expliquent que si jamais j'ai pas d'auto-entreprise, ça sera un peu plus compliqué de faire quelque chose. Donc toi tu vas voir tes parents. Et donc moi je vais voir mes parents, j'essaie de voir si c'est possible, tu vois. De base ils étaient un peu en mode putain c'est con, c'est dommage, t'es vraiment fort, on aurait bien bossé avec toi, mais là c'est vrai que ça va être compliqué. Et en fait on s'est renseigné et tu peux très bien ouvrir ton auto-entreprise quand tu veux. C'est pas du tout une question d'âge. Okay. Il y a juste des restrictions un peu différentes, il me semble, je suis pas sûr de ça, mais faudrait vérifier. Mais t'avais tes parents derrière, en gros, qui t'accompagnaient sur cette partie-là. Ok, trop bien. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Mes parents, ils ont été très compréhensifs, ils m'ont toujours poussé. Bah après, tu montrais aussi que tu voulais ça. Ouais, mais c'est quand même grâce. Oui, c'est une chance. C'est ça, sûr. Tu vois, par exemple, mon premier iPad, ma première tablette graphique. Bah déjà, mon père, il m'a fait essayer des tablettes graphiques des Wacom. Ouais. J'avais pas accroché, mais il m'a fait essayer ça quand j'étais en primaire. Donc déjà, avant beaucoup de gens, tu vois. Parce que quand j'étais en primaire, c'était avant les années 2010, tu vois. Non, c'est pendant les années 2010. Ouais. Tu vois, 2010 jusqu'à 2015, tu vois, c'était un truc comme ça, ma primaire. Mais c'était pas répandu comme ça l'est maintenant. Exactement, c'est ça que je veux dire. C'est que c'était pas hyper répandu, même pour les gens plus vieux, tu vois. Et donc, j'ai eu la chance que mon père, il a toujours été à la page et qu'il me poussait parce qu'il voyait que c'était mon truc, le dessin. Et il m'a acheté mon premier iPad Pro. Ouais. Quand t'as 10 ans. Il me l'a acheté à 10 ans, c'est ça. Ouais. J'avais déjà les anciens iPads parce qu'il c'est un aficionados d'Apple, tu vois. Et donc il m'a acheté mon premier iPad Pro à 10 ans, comme tu sais déjà. Et ça, c'est un truc, même un père qui te motive à dessiner, il peut très bien dire, surtout un père comme le mien qui vient de tout en bas. C'est lui, il a tout ce qu'il a eu, il a eu. C'est le côté italien, c'est ton père ou ta mère? Les deux. Ok. Je suis totalement italien. Donc ouais, venant d'en bas comme il vient, tu vois. Ouais, normalement il y a plus ce discours où genre assuré en mode faire médecine, faire école d'ingé, je sais pas quoi. Ouais, mais même s'il voulait me pousser à être dessinateur, il pourrait très bien me dire c'est super, fais tes trucs, mais contente-toi de ce que t'as et fais avec ce que t'as, tu vois. Ah oui, je veux ça. Surtout que j'avais déjà tout ce qu'il fallait. J'avais papier illimité, j'avais une imprimante, j'avais des PC. Tu vois, mon père, il a toujours, comme je dis, il a toujours été à la page. On n'a jamais été à la marche en termes de technologie, grâce à lui. Et tu sais, encore aujourd'hui, quand on a des problèmes d'informatique, c'est nous qui allons le voir. Hein. C'est pas, tu sais, normalement, c'est l'inverse. Ah, de ouf. Mais il y a jamais mon père qui va t'appeler pour dire, ah ouais, j'ai un problème avec la télé. Ou non, ça existe pas. C'est vraiment l'inverse. Mais bref, donc on a eu cette chance-là. Et le fait qu'aussi il soit assez généreux et qu'il nous aime beaucoup, quoi. Ouais. Donc c'est sûr que ça change. Donc première presta avec une entreprise de figurines. C'est ça, Kyodai, achat-revente de figurines. C'est pas eux qui les font, mais ils font de l'achat-revente. Mais ils ont fait des projets, bon, peut-être une parenthèse qui est pas utile, mais ils ont fait des projets, ils m'ont poussé à faire des projets avec eux, de création de A à Z. Et avec Vinland Saga, tu sais, il y avait un événement à Angoulême. Et il y a une figurine que j'ai designée. C'est vrai? Et c'est grâce à eux. Et l'auteur de Vinland Saga, il est allé la voir et tout, il a kiffé. Là, cette année, quand il est venu. Ouais. Ok. Tu vois, la figurine où il y a Thorfinn et Thorkel qui sont face à face. Et il y a il y a un plancher un peu penché. Genre, tu l'as dessiné? Moi, j'ai dessiné le concept. Et ils l'ont pris après modélisé en 3D. Et c'est Pierre-Marie, un sculpteur qui a fait les plus grandes figurines, tu sais, la figurine de Broly qui tient Goku comme ça, la figurine de Guts sur Zod qui a son épée et qui... Celle-ci, je l'ai pas, mais je trouverai, je ferai une insert. Toutes les figurines les plus fameuses, celles que tout le monde adore, c'est lui le sculpteur, tu vois. Ok, et le dessin part du tien.
sur Et celui de et Vinland. là, en l'occurrence, le concept vient de moi et lui, il a fait le modèle 3D. Mais Et franchement, c'était incroyable. Et donc, je me dis, c'est quand même, c'est fou que ce soit les premiers avec qui j'ai vraiment bossé et c'est ceux qui m'ont poussé le plus loin, ouais. et est-ce que au moment où tu commences à bosser avec eux, enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre parce que t'as 13 ans, mais est-ce que tu te dis, ouais, il y a moyen que je me fasse de l'argent là-dessus ou toi tu t'en fous et Bah, en fait, l'accord qu'on s'était donné, c'est bizarre comme réflexion, tu vois, moi à 13 ans, enfin, je joue à LoL et je m'en foutais enfin, mais c'est vraiment. ça. En fait, moi, l'argent, j'avais pas de problème avec le fait d'en gagner puisque je le faisais déjà avec Ouais. les autres, tu vois. Mais eux, j'avais un problème, c'est que je les aimais bien, tu vois. Tu sais, c'était mes premiers clients. Et aussi, eux, ils étaient pas sûrs que ce soit parfaitement éthique de payer un psy pour faire des Ouais. illustrations. Et donc, on avait trouvé une sorte de compromis avec mes parents, eux, et l'accord de tout le monde, tu vois. Et en fait, c'est qu'à chaque fois, ils m'envoyaient un équivalent de mon travail avec une figurine. Ils m'envoyaient pas Ok. la figurine pour laquelle je faisais des dessins Ok. parce que c'était des résines à 500 balles, tu vois. Mhm. Vous pouvez pas m'envoyer une résine à 500 balles, il serait totalement à perte. Mais tu sais, en gros, le concept, c'était que je faisais un poster qui glissait dans le paquet de la figurine Ouais. qu'ils revendaient pour que ça donne un argument en plus d'acheter chez eux plutôt que d'acheter chez quelqu'un d'autre, tu vois. Et c'était un dessin exclusif que je faisais exprès pour eux, où je donnais le Mhm. droit exclusif. Bon, en vrai, en termes de prix, aujourd'hui, si je devais refaire la même chose, je le ferais pas du tout contre une figurine. Mais à l'époque, quand t'es petit, Mais que c'est c'est la première normal. fois, et puis c'est une petite entreprise, hein, en Ouais. vrai, c'est pas des gars qui ont essayé de m'arnaquer du tout, tu vois. Ouais, tu considères qu'ils ont été honnêtes avec toi Bah, tout ils ont le fait temps. leur max. Et encore Ouais. aujourd'hui, c'est des mecs qui me poussent et qui, dès qu'ils peuvent m'acheter du Kakumei ou quoi que ce soit, dès qu'ils peuvent me pousser dans mes projets, Ils ils le prennent font, des ouais. gros lots, ils font pour leurs événements, ils me font ma pub. Enfin, Je vois ce que tu veux dire. c'est vraiment, Il y a une relation qui s'est créée en fait. c'est ça. Mais comme c'était une petite entreprise, ils pouvaient pas forcément avoir les Mais moyens. ça, le truc, tu vois, la gêne du fait que tu sois mineur pour travailler pour quelqu'un, ça s'est représenté plusieurs fois, non? Enfin, Ouais. genre, même avec Idriss, t'avais Ouais, eu ça. exactement. Avec Idriss, c'est ça. Donc, Manga Workout sur YouTube. Ouais, exactement, Ça. c'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça. Ça arrivait, bah, principalement avec eux deux, parce qu'en vrai, j'ai pas bossé avec 36 000 personnes. Ouais. Il y a eu le projet avec le PSG. Mais ce projet-là, très sombre. Ouais, c'est un peu le projet qui t'a mis KO, non? Ouais, c'est un projet vraiment... On en reparlera, mais c'est Mm. le 129 pages, c'est Ouais. ça? Ouais, c'est Ouais. 128, je crois. 128 je sais pages plus. en un mois. Mais tu En sais, 20 jours. en 20 jours. Ouais. Mais on en reparlera parce que ça, c'est lunaire. Enfin, tu vois, j'ai fait beaucoup d'interviews avec d'autres mangaka. Même j'ai été dans des ateliers d'autres mangaka. Je vois le rythme de production. Je vois pas comment c'est possible de faire 128 pages en 20 jours. Sincèrement, moi non plus. J'en ai fait 36 tout seul, c'était celle de Kakumei. Ouais. Et les 90 et quelques autres, c'était avec Lenny Levalant. Ok. Donc un autre dessinateur. C'était mon assistant, c'était le seul mec assez fou pour me suivre dans un délai comme ça, tu vois. Ouais. Et donc on faisait presque moite-moite. Bon, après, je repassais quand même sur ce qu'il faisait parce que il avait pas les directions du scénariste. Et donc, au final, c'est ça, si on doit enlever la moitié des pages des 90, c'est 36 plus 40, donc c'est une centaine de pages, tu vois. Ouais. C'est une centaine de pages que j'ai fait vraiment tout seul, en gros. C'est aberrant. Mm. C'est aberrant. Mais je suis chaud qu'on revienne sur cette histoire Pas de après souci. parce que ça montre quand même une capacité de travail et aussi des choses qu'il faut peut-être pas faire. Ouais, Parce que, évidemment. enfin, on en parlera après, mais ouais. Donc, ouais, tu fais ça en 2018, si je dis pas de bêtises. Donc, on continue. Donc, tu fais un peu des prestats, du dessin à chaque fois, des prestats dessin. Et en 2018, t'es sur un forum Dragon Ball, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et on te contacte pour Dragon Ball Kakumei, la première version, pas celle sur laquelle tu travailles aujourd'hui. Mais à ce moment-là, toi, t'as d'autres projets en tête? Ouais, en vrai, t'es pas loin du tout. C'est que Renko, donc l'un des deux scénaristes, il était sur le même forum Dragon Ball Super, c'était les news de Dragon Ball Super, tu vois. Et on parlait un petit peu. Il y avait lui, il y avait un autre mec, Dylan Marcotte, voilà, Okay. je me souviens très bien. Donc ce mec-là, on était un peu les trois potes, donc c'était un peu drôle parce que les deux, ils sont beaucoup plus vieux que moi, tu vois. S'il a quel âge, Renko? Renko, je sais pas, putain, je sais pas quel âge il a, mais il doit avoir entre 20 et 30, je sais pas où. Ouais. Genre 26, un truc comme ça, 27 Okay. peut-être. Honnêtement, aucune idée. Bref, désolé. Et, et Dylan Marcotte, c'était pareil, tu vois, c'était un mec beaucoup plus âgé que nous. Je crois qu'il était même plus âgé que Maël. Et ben en fait, Maël, je crois qu'au moment où on a commencé à parler, il avait mon âge actuel là. Qui est Maël? Renko. Ok. Pardon. Je drop name. Ça, j'avais pas. Mais bref. Et donc, on était un peu les trois potes et on parlait de rien à voir avec Kakumei. Sauf qu'un jour, Renko me dit, bah écoute, j'ai vu un projet, donc ce que t'as dit, sur un forum avec Darkos que je connaissais pas du tout. Et donc, est-ce que c'était chaud de venir? Mais comme tu l'as dit, moi j'étais sur mes projets à moi, je voulais faire mes one shots. C'était quoi ces one shots à ce moment-là?
C'était pas Ninja, non, ça c'était avant. Ah putain, Robo Ninja là. Robo Ninja. Putain, t'as vraiment tout. ça c'était il y a plus longtemps, Robo Ninja. Ça c'était il y a beaucoup plus longtemps, c'était quand j'étais au centre aéré. Ah oui, d'accord, Ouais, ok. non, cette époque-là, c'était Kamino Owari. Ah ok. Kamino Owari. La couverture un peu bleu-blanc. Ouais, putain, tu as vu ça, sur Manga Draft, t'as vu ça? Je crois, ouais. Ah, t'es bon. Bah, ce que t'as vu, c'est genre la 6e version de ce manga-là. Ok. Ce qui était marrant avec ma rencontre avec Renko, c'est que Renko, à l'époque, il voulait qu'on fasse son manga ensemble. Et son manga, lui, il s'appelait Falling Gods. Ok. Et en fait, ça veut dire la même chose, la chute des dieux, mais juste moi, c'était en japonais, lui, c'est en anglais. C'était hyper drôle qu'on ait eu la même idée de titre. Et c'était un peu ça qui nous avait rapprochés au début. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il a son shop où il vend des comics et des mangas avec son frère. Et si vous voulez passer, c'est au Havre. Oh, il a un shop en physique? Il a un shop en physique au Havre, ouais. Ok. J'ai fait une grande fresque sur le mur. C'est vrai? Où il y a plein de personnes de manga et de comics. Et donc, en fait, j'avais un projet qui s'appelait donc Kamino Wari, où au début, c'était concrètement une bouillabaisse de ce qu'un enfant de 13 ans peut comprendre de Berserk en moins bien. Donc, il y avait un héros qui s'appelait pas Guts, mais Gutsé. Ah ouais. et qui devait sauver des meufs il sauvait une meuf en particulier qui subissait toutes sortes de violences physiques, morales, comme il y a dans Berserk, mais dans Berserk, il y a un propos. Ouais. Moi, toi, c'était juste violence... Juste faire des violences sur une femme et un homme qui la sauve. Donc vraiment, tout l'inverse de ce que veut dire Berserk, tu vois. Mais quand t'es un enfant et que tu vois Berserk, tu comprends pas trop ce qui se passe. T'as envie de faire la même chose sans trop comprendre. Et aujourd'hui, c'est extrêmement problématique. Ce que j'avais fait, je ne sortirai jamais ça, tu vois. De toute façon, je trouve ça fou déjà de lire Berserk moi, je l'ai lu l'année dernière. C'est à cause de mon frère, ça. C'est ce grand malade. J'avais 10 ans, il s'est dit, putain, bonne idée, faudrait que je lui montre ça. Mais en même temps, moi, c'est plus les dessins qui m'ont parlé quand j'étais petit et l'histoire, elle m'a parlé quand j'ai grandi. Ouais. J'étais un peu moins débile. Tu m'étonnes que t'as grandi vite. mais mine de rien, je pense que ça m'a plus enfermé dans le fait que j'étais petit parce que j'avais l'impression de comprendre une œuvre aussi complexe, alors que je comprenais que dalle. Bon, pour moi, c'était violence, sexe et rien à voir avec le propos, tu vois. Et donc plus tard, évidemment, quand je finissais, je savais pas pourquoi il y avait un problème, mais je sentais bien que l'histoire était pas cool et je sentais bien que c'était pas aussi bien que Berserk, tu vois. Donc il y a un moment, je me suis dit, franchement, on va recommencer. J'ai recommencé où j'avais fait d'autres personnages qui avaient d'autres gueules et j'avais fait un semblant d'intrigue un peu plus intéressant. Ça me plaisait toujours pas. Et en fait, j'avais un peu ce syndrome de jamais être assez fier. Mais ça, est-ce que c'est pas... Enfin, je pense que tu connais aussi beaucoup d'autres personnes qui veulent faire du manga ou des choses comme ça. Est-ce que c'est pas un peu le classique de toutes les personnes qui sont en progression, tu vois? En fait, il y a plusieurs degrés. Il y a le classique des gens qui osent même pas aller au bout d'une version. Ouais. Moi, à chaque fois, je finissais ma version, tu vois. C'est-à-dire que c'était possible de le poster tel quel. Tout était fini, ancré ou au moins storyboardé jusqu'au bout. Mais quand je le relisais, j'étais pas assez fier pour le poster. C'était même pas que j'étais pas assez fier pour le finir. Le souci de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont même pas capables de finir leur truc. Ouais, d'aller jusqu'au bout. Ils ont du mal à se donner la confiance d'aller jusqu'au bout du truc. Et pour moi, j'avais quand même la sensation d'accomplissement. Tu vois, même si je le postais pas, je le montrais à personne. T'as un petit shot de dopamine. C'est ça. J'avais quand même la fierté de me dire, t'as pu faire un truc en entier, même si c'est pas bien. Alors que le truc qui bloque beaucoup de gens, c'est qu'ils arrivent même pas, malheureusement, à faire un truc en entier. Donc moi, ça va. J'étais pas à plaindre sur ça. Mais le truc où j'étais coincé, c'est que voilà, j'étais pas constructif. C'est qu'à chaque fois, je finissais face au même mur. Et Dio, ce que tu fais, c'est pas bien. Et je me rendais bien compte que j'étais trop jeune pour avoir ce que j'avais envie. Tu vois. Tu savais que c'était pas bien, mais est-ce que tu comprenais pourquoi c'était pas justement. bien? Non, c'est vraiment ça C'était ça le problème, c'est que je voyais très bien que en relisant mon truc, je passais pas les mêmes moments que quand je regardais une œuvre comme L'Attaque des Titans, comme tu vois, où c'était hyper subtil et c'était fluide, t'avais pas l'impression de devoir relire la page et surtout il y avait des fois j'étais sur des passages de mes histoires à moi où je voyais que j'avais passé une dizaine de pages sur un événement juste parce que j'aimais bien le décor, mais en vrai on s'en foutait de ce qui se passait et j'étais en mode mais ça fait pas avancer l'histoire, je comprends pas pourquoi j'ai fait ça, et un peu comme si j'étais pas vraiment l'acteur de ce que je faisais, tu vois. Et ça, j'ai l'impression, on en reparlera aussi après, mais sur le fait de élaguer une histoire, et c'est un truc qui s'applique aussi sur ce que tu veux faire avec Kakumei maintenant, non? Un peu, tu vois, aller plus à l'essentiel, enfin montrer ce que les gens ils attendent et pas s'attarder sur des événements, tu vois. Ce que je veux faire avec Kakumei, c'est surtout pas passer toute ma vie dessus. Ouais. Parce que l'objectif de Kakumei, c'était principalement de m'entraîner à tenir un rythme, et je pense que ça, tu l'as déjà entendu. Ouais. Mais donc voilà, l'objectif, c'était de me former, et j'estime que là, j'ai un niveau qui me paraît cool. Tu vois, j'aimerais bien continuer à progresser avec mes trucs à moi. En fait, t'as pris ce que t'avais à prendre
avec Kakume et la marge de progression que ça peut t'apporter, elle a diminué. Mais je sais pas si la marge de progression elle a diminué, mais c'est plus ce qui m'intéresse, quoi. Ok. Ce qui m'intéresse, c'est pas de progresser avec Kakume, parce que la recette Kakume, elle s'est forgée. C'est-à-dire que là, faire un chapitre de Kakume, je sais comment le faire, tu vois. T'es dans une routine. C'est pire qu'une routine, c'est une recette par cœur, Ok. quoi. C'est Ouais. que je sais exactement quel code faire pour aller vite. Ok. Si j'ai envie de finir la page ce soir, je sais exactement quoi faire. Si je me laisse 2-3 jours, je sais exactement quoi faire. En fait, j'ai tous les angles morts, si tu veux. Ouais. Donc il y a plus du tout de fun là-dessus, mais après c'est pas pour autant que tu peux pas progresser, parce que Ouais, bien sûr. à chaque fois, je peux toujours faire un plan un peu plus compliqué, une perspective un peu plus intéressante. Évidemment, la marge de progression est toujours infinie pour moi, et c'est surtout que c'est plus l'intérêt, c'est plus Ouais. ce qui me motive. Moi, j'aimerais bien avoir des trucs où je suis aussi stimulé au niveau du scénario, de la construction d'histoire, et donc je le Que fais. toi, tu te penches sur cette partie-là? En fait, je le fais déjà un peu sur Kakume, dans le sens où je donne mes idées. Bien sûr. J'ai construit la structure des prochains tomes globalement. Oui, ce que tu disais, t'avais fait une timeline C'est sur ça. les 5 prochains pour que ça s'arrête au... C'est ça. Les deux scénaristes, ils ont le fin mot sur les événements un à un. Mais sur la structure, je me suis chauffé à le faire moi-même parce que il fallait le faire. Et donc bref, moi là, ce que j'ai envie de faire, c'est aussi d'avoir toutes les responsabilités pour moi, d'être dans un truc un peu du plus projet stimulant. de A à Z. Ça. Ok. Être dans un truc plus stimulant, et donc j'essaye de le faire comme je peux avec Akumei, donc comme je te dis, en essayant de faire des idées toujours un peu plus folles, des décors toujours plus fous. Tu vois, c'est ce que j'ai fait depuis le début. Quand tu vois le palais du Grand Prêtre, il y avait aucune raison qu'il soit aussi compliqué. Ah mais il est aberrant. Tu vois, Il est aberrant. quand tu vois les arènes qu'il y a dans... En plus, le palais, tu l'as modélisé il y a pas longtemps. Ouais, Enfin, c'est... ouais, c'est stylé. Ouais, c'est parce que là, on va bientôt sortir un trailer. Bon, je te donne l'exclu. Ok. On va bientôt sortir un trailer De l'anime? de l'anime de Kakumei, ouais. Et donc, il y a un plan, il y a le palais, et je me suis dit, bon, si on fait juste un dessin, ce serait cool quand même qu'il y ait tous les trucs qui bougent. Enfin, tu sais, j'avais imaginé tout un système d'horlogerie avec les piliers qui tournent dans d'autres sens, bref. J'avais imaginé un truc hyper compliqué, et c'est ça, il y avait aucune raison de faire ça, tu vois. Surtout quand tu vois la direction artistique de l'arène du tournoi du pouvoir. Donc, attends, je crois qu'il s'appelle pas comme ça en officiel, bref, on s'en fout, mais t'as compris. Le tournoi du pouvoir, on va dire, pour que ça soit plus simple. Tu vois, la DA, c'est vraiment, il y a 3 motifs et c'est tout plat et c'est une toupie et fin de l'histoire. C'est vraiment ça, c'est un seul plat, une tour au milieu, c'est tout. Et en vrai, ça aurait pu être la même chose pour le palais, sachant que c'est très Toriyama de faire ça, tu vois, de faire des trucs hyper épurés, droit à l'essentiel. J'aurais pu genre juste faire un truc qui a une gueule globalement de château, un petit peu design, un petit peu arrondi, et foutre un motif simple. Mais je me suis dit, écoute, j'ai envie de faire un truc qui me stimule, et moi, ça me stimule pas de faire ça. Donc j'ai accepté à chaque fois de déborder. Et justement, parce que ça, c'est une illustration aussi que tu avais postée sur Insta, où tu mettais des décors et il y a ce palais dedans. C'est plein de motifs. Les motifs, c'est un pattern que tu as fait ou tu les as fait à la main Il y a seulement au niveau de la tour centrale où il y avait des statues d'anges. Il y avait plein de statues d'anges concentriques. Ça, c'est le seul truc, je crois, que j'avais dupliqué. Ah ouais. C'est le seul truc que j'avais dupliqué parce que je vois, il y a 1 milliard de petits triangles, de petits machins. Mais pour le coup, en fait, le truc, c'est que j'avais envie qu'il y ait des textures différentes avec le reflet sur les trucs. Et donc, si je dupliquais, déjà, sur Procreate, quand tu dupliques et que tu déformes, ça floute. Donc, c'est pour ça, les anges, je m'étais permis parce que ça floutait pas, puisque je les déplaçais juste. Ouais. Mais vu qu'il y avait une perspective à faire, une déformation, de c'est pas des vecteurs, donc forcément, comme c'est des pixels, ça va les étirer. C'est ça. Mais c'est ça, c'est en bitmap et t'as pas de manière de comme sur Photoshop, décider que quand tu déformes, ça pixelise. Quand tu déformes, ça floute obligatoirement sur Procreate. Malheureusement. Et donc, ça donnait un résultat vraiment pas ouf, même si en vrai, de loin, tu t'en rendais pas compte. Moi, ça me dérangeait. Je comprends. Donc j'ai préféré tout dessiner, j'ai pris 26 heures à faire tout ça. 26 heures? Ouais. En vrai, oui, c'est, vu du dessin, c'est normal. Et le pire, c'est que j'ai même pas fait les mêmes motifs sur chaque pilier, tu vois. Genre chaque espèce de gros crayons qui sont autour, ils sont chacun leur pattern à eux. Et ça, personne va le voir. Et personne va le voir. Et surtout que c'est même pas spécialement cohérent, il y a pas de raison de faire ça. J'aurais pu juste dupliquer le crayon et changer un peu la lumière. Mais je me suis dit non, j'ai envie de faire des trucs différents. Putain, tu t'es chauffé. Pour revenir sur la timeline, quand tu commences à discuter avec tes 2 futurs co-scénaristes, je sais pas comment tu dis. Ouais, c'est 2 co-scénaristes entre eux, ouais. Et au début, tu dis justement ça revient un peu sur le sujet qu'on disait, où tu voulais t'améliorer sur quelque chose. Là, en l'occurrence, c'était un rythme de parution, mais à la base, c'était pour t'entraîner sur les combats, c'est ça? Ouais, de base, ouais. Et donc ça, c'est 2018 jusque 2021. Tu vas faire ça, et je crois que tu dis, à ce moment-là, t'es à 20 planches par mois. Mais attends, juste de 2018 à 2021, j'ai pas du tout fait Kakume. Hein. C'était beaucoup moins. Genre j'ai commencé à faire un chapitre, c'était chapitre 3 qui était censé sortir à l'époque. T'as juste refait un combat. J'avais fait genre 6 pages, tu vois. Ah ouais, ok. J'ai fait 6 pages de combat, et au moment où j'étais en train de continuer à faire mon truc,
ils m'ont arrêté net. Ils m'ont dit, bah écoute, le projet là, on va le mettre un peu en stand-by parce que c'est trop chaud dans le groupe. Mais parce qu'ils sont 16, un truc C'est comme ça. Ils étaient genre 13, 16, je sais Ouais. pas combien. C'est Et il y avait plein de conflits. Bref, je me souviens même plus des histoires. Et donc, juste, ils ont dit, bah, tu sais quoi, on arrête le projet, donc te casse pas la tête à continuer à faire des pages. Moi, j'étais en mode, mais les gars, j'ai fait plein de pages, venez, on les sort au moins, tu vois. Ils ont dit, bah, écoute, désolé, on va pas sortir à une moitié de chapitre et je me vois pas te demander de continuer, alors que la team est cassée. Donc, on s'était arrêté là. Et c'est en 2021, moi, je suis revenu les voir. Et qu'est-ce que, pendant ce temps-là, Ce que tu disais, je faisais 20 pages par mois, mais c'était pas du tout de Kakumei. sur tes projets perso. C'était la 6e version qui est sortie en partie. Mais non, je crois que, si, c'est ça qui est sorti en partie sur, attends, non, je crois que c'était... Oui, il y en a eu 7 en tout. Il y a une 7e qui est jamais sortie. La V7, elle est pas sortie? La V7, elle est jamais sortie, elle est dans mon iPad. Et la V6, elle était sortie sur Manga Draft. J'avais fait 2 chapitres, j'étais pas allé au bout de la V6 parce que je m'étais rendu compte que j'aimais pas. Okay. Et la V7, j'avais fait un truc totalement revisité avec vraiment des nouveaux personnages pour le coup. Okay. Et j'avais commencé à faire des trucs que je trouvais plus intéressants. Et là, ce qui m'a bloqué, c'était pas l'histoire, parce qu'en vrai, l'histoire, je la trouvais assez cool. Même si en vrai, c'était vachement cliché, assez basique, tu vois. Je trouvais quand même que c'était vachement cool. Et donc, juste, ce qui m'avait bloqué, c'était ce que tu dis, le rythme de parution. C'est que j'avais du mal à faire 20 pages par mois, et souvent, c'était 20 pages tous les 2 mois. Et alors que j'avais seulement 5 chapitres à faire, théoriquement, de 20 pages. Et j'étais arrivé jusqu'au chapitre 4, et ça m'a pris tellement de temps que je me disais, bah, Elio, tu peux pas continuer comme ça. Et j'avais envie de tout poster d'un coup. Je voulais pas poster chapitre par chapitre. Et je me suis dit, bah, écoute, j'étais arrivé à un moment un peu de saturation, surtout que c'est la 7e fois que tu fais le même truc. Ouais. Même si c'est à chaque fois refait d'une autre manière, que tu changes T'es toujours sur le même projet. enjeux, ça me saulait. Ça m'a saoulé et je me suis dit, en vrai, faut que tu sois plus stimulé. En fait, c'est toujours ça, la recherche de stimulation, tu vois, c'est ça mon moteur. Et donc, et donc, il y a ce moment-là où, je me suis rappelé du projet de Kakumei. Ouais. Je me suis dit, putain, c'est vrai que ça avait fait du bruit à l'époque, alors qu'en vrai, c'était une qualité bien en dessous de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a que 2 trucs qui sont sortis sur un forum sombre de Facebook. Ouais. Ça avait déjà fait des 80 000 vues, des trucs comme ça. Ça avait fait des vidéos. Tu vois un potentiel dans le truc. Mais carrément. Faut pas être Jeff Bezos pour se rendre compte qu'il y a un filon, tu vois. Et donc, moi, j'étais sûr et certain que ça allait péter. Mais genre péter, tu vois. À ce point-là, sûrement pas, mais j'étais sûr et certain que ça allait péter. Et les 2 scénaristes, ils étaient en mode, ouais, je sais pas, quand même, la hype, elle est partie. Mais en même temps, ils avaient leur truc ils se rendaient compte qu'ils recevaient encore des DM pour savoir quand est-ce que ça allait reprendre. Alors que c'était il y a 3 ans, sans aucune news, tu vois. Et, en fait, eux, leur principale peur, c'était que de base, ils avaient fait Kakumei pour, répondre aux besoins, tu sais, c'était la fin de l'année. Oui, de l'animé Dragon Ball Super. C'est ça, c'était juste après l'arc du tournoi du pouvoir et Tutti Quanti. Juste l'anime est fermé et on sait plus qu'est-ce qui va se passer. On n'a pas de news. On a vite fait des brides de trucs sur le film Broly. À l'époque, on pensait que ça allait être un nouveau Saiyan. Et à un moment, on pensait que c'était un film sur Yamoshi. C'est le premier des Saiyans. Enfin, des Super Saiyans. Et, je crois. Je sais plus. Bref, le premier d'un truc. Je suis pas trop calé. Enfin, j'ai regardé Dragon Ball Z, mais après, et un peu Super, mais pas plus, tu vois. Et à un moment, il y avait aussi des petits leaks de Moro. Ok. C'est ça, ouais, il s'appelle Moro, c'est un des ennemis, le bouc qui aspire l'énergie de la Terre ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, qui se nourrit c'est ça. On avait des petits trucs et ça donnait envie d'avoir une suite. Donc à l'époque, c'était logique que les gens soient au rendez-vous, mais ils avaient grave peur que là, 3 ans après, sachant que DBS avait repris, qu'il y avait les scans. Il y avait plus la hype qu'il y avait eu au début. Ils se disaient, tout le monde s'en fout. Et bah pas du tout. Pas du tout, ça a explosé, surtout que le premier chapitre de base, tu sais, le combat Goku Beerus dans la V1, il faisait genre 10 pages, même pas, je crois 5 pages. C'était genre juste, on voyait Goku Ultra Instinct contre Beerus Ultra Instinct. Et c'est le truc où il y a la planche avec le dos éclaté de Goku? Mais ça existait pas dans la V1, ça. Ouais. Moi, je sais pas, de la V1 2018. Ok. Dans la V1 2018, ils avaient fait genre 10 pages de vite fait de récapitulatif, tu vois. C'était juste histoire d'expliquer, il y a eu un combat, les deux sont en Ultra Instinct, Goku a pas encore maîtrisé son Ultra Instinct, bref. Le même topo que la version définitive, sauf que sans tout le côté spectaculaire. Moi, je leur ai dit, mais les mecs, premier chapitre, faut qu'on choque tout le monde. Ouais. Faut qu'on choque tout le monde. Faut que ça envoie. Je leur ai dit, faites-moi confiance sur les 2 premiers chapitres, je réadapte à ma sauce. Donc les 2 premiers chapitres, j'ai repris ce qu'ils avaient fait en boostant, en mettant sous stéroïdes, tu vois. Donc j'ai fait 80 pages de full combat et j'ai poussé le truc au bout. Et déjà, le côté Beerus Ultra Instinct, moi, j'étais pas trop fan de juste faire ça. Donc j'avais voulu trouver un moyen de justifier qu'il arrive à un niveau surpuissant. C'était mêler l'Ultra Instinct non maîtrisé, parce que normalement, eux, dans leur version, ils étaient full maîtrisés. Donc moi, j'aurais dit, on le fait en non maîtrisé. On nerf un peu Goku, ouais.
Mais je sais plus si ça venait de Renko, si c'était dans la version initiale ou pas. Mais la forme destructrice, en fait, j'ai un peu oublié. Mais dans mes souvenirs, j'avais mis sous stéroïde un petit peu. Et donc, ce que j'avais fait, c'était que on nerf Beerus pour pas qu'il ait l'ultra instinct maîtrisé, parce que je sais pas si tu te rappelles, dans DBS, il y avait un moment où Beerus était choqué que Goku ait l'ultra instinct maîtrisé. Et donc, je trouvais ça un peu incohérent. Mais je sais pas si ça vient de moi. Dans mes souvenirs, ça vient de moi, mais il y a moyen que je me trompe. Donc, je préfère pas trop m'avancer. Mais bref. En tout cas, j'avais fait en sorte que ça soit plus spectaculaire, c'est ça qu'il faut retenir. Et voilà. Et tu vois le niveau que t'as quand tu commences Dragon Ball Kakume. Quand est-ce que t'as passé un cap? Parce que il y a un moment donné où tu disais, t'avais lu, alors j'ai pas le titre du roman, mais t'avais lu un genre de roman interactif où tu dois, genre ils disent si tu prends cette décision, tu dois aller à telle page ou quoi que ce soit. Et il y avait des illustrations dedans. Et t'avais dit, ça c'est le niveau pro. Quand est-ce que tu considères que t'avais passé genre le niveau justement un peu pro? Il y en a pas mal des romans qui font ça, mais c'était pas un roman. Alors, en l'occurrence, c'était une bande dessinée. C'était le livre dont tu es le héros, tu vois. C'était ce genre de truc-là. C'était le Samouraï au sang défi, je crois qu'il s'appelait ce livre-là. Et donc il y avait une grosse une page avec un dragon. C'était une sorte d'estampe japonaise, tu vois. Et le dragon, je le trouvais hyper stylé. Aujourd'hui, en vrai, bon, c'est une estampe basique, tu vois. Et quand t'es petit, tu le trouves hyper stylé, et j'avais envie de trouver ce niveau-là. Mais après, ça m'est vite parti, hein. Ah ouais? Ouais, parce que le fait de trouver le niveau pro, j'ai vite compris que ça rimait à rien, tu vois. Ouais. Et que tu peux Parce que ça, à mon avis, c'est une question que t'as beaucoup, non? Sur TDM ou quoi, genre en mode... La question qui revient le plus, c'est comment tu fais comment t'es arrivé à dessiner aussi bien? Ouais. Et en vrai, t'as pas grand chose à répondre, tu vois. Tu dessines. Tu t'entraînes, quoi, c'est ouais. ça. Mais donc, c'est un peu la même chose que je répondrais au moi petit qui dit comment tu fais pour arriver au niveau pro. Bah, tu définis ce que tu veux comme niveau et tu t'entraînes pour y aller, tu vois. Et en soi, ça veut tellement rien dire que, genre, où est Charlie? C'est du niveau pro, c'est édité, tu vois. Et pourtant, c'est pas du tout. C'est pas les dessins que, oui, bien sûr. Et, quand tu commences Dragon Ball Kakume, tu passes de 20 pages par mois à 40 pages par mois. C'est à peu près ça. C'est ça, c'est que le premier chapitre qu'on sort, il fait 80 pages. Ouais. Le deuxième, il fait 50 ou 40. Et après, on s'est dit, on tourne autour de 45, tu vois, pour faire du mensuel. Mais moi, t'es au lycée à ce moment-là. Je suis au lycée, ouais. Comment est-ce que tu fais? Enfin, genre, c'est quoi? En mode, tu finis le lycée à quelle heure? Et comment tu fais pour sortir, en gros, un peu plus d'une page par jour? Enfin, pour moi, c'est lunaire, tu vois. Ouais, c'était environ 2 pages par jour. Ouais. Surtout que tu les détailles, enfin, c'est pas des pages, genre, avec des bonhommes bâtons, tu vois. Et t'étais obligé d'aller à 2 pages par jour parce que si tu fais le storyboard au début, ça t'enlève des jours. Donc, ouais, c'était minimum 2 pages par jour. Le truc, c'est que, je sais pas. Je dormais pas beaucoup. Genre, en plus, tu mets combien de temps à faire 2 pages? Tu mettais combien de temps? Alors, une page en moyenne, je mets entre 3 et 6 heures. 3 et 6 heures, ok. Donc, c'était minimum 6 heures par jour, à 12 heures. Et maximum, des fois, j'arrivais à 14, 16 heures par jour. Et donc, c'était soit je dormais moins, soit je répartissais les tâches pour faire des trucs possibles en cours, comme j'imprimais le storyboard et je faisais le crayonné en cours, pour avoir juste à repasser machinalement quand je suis chez moi. Aussi, je rentrais chez moi à midi, donc je profitais de cette pause-là. Enfin, il y avait plein de, je me souviens plus exactement comment je m'organisais, mais je bouchais tous les trous, en fait, tu vois. En plus, j'avais une copine à l'époque, j'essayais de passer du temps avec elle, j'allais à la salle, c'était un peu le début. Et puis, t'étais pas mauvais élève, enfin, genre, t'avais quand même des bonnes notes, tu vois. Ça, j'ai eu de la chance, c'est que je suis quand même, j'ai quand même des facilités en cours. Donc, ça fait que je m'étais imposé tout ce qui concerne les cours, tu le fais en cours. Ouais. Chez toi, tu fais rien par rapport aux cours. Donc, mes devoirs, soit je les faisais pas. Mais ça, tu l'avais conscientisé ou? Ouais. Putain, c'est fou. J'étais obligé, en fait. C'est que si j'étais chez moi et que je faisais pas Kakumei, je pouvais pas tenir le rythme. Ouais. Si je passais une seconde chez moi à faire autre chose que Kakumei, c'était impossible. Donc, je révisais pendant les cours qui m'intéressaient pas. Style, cours de techno, enfin, il y avait plus de techno à l'époque, c'était NSI, mais tu vois, ce genre de cours-là, les cours d'histoire, les cours où, en fait, dans tous les cas, t'auras tout le contenu du cours écrit et que t'as pas besoin de comprendre. Les cours de sciences où faut que tu suives le raisonnement, là, je me concentrais. Mais genre, anglais et tout ça. Pendant l'anglais, je faisais mes devoirs des autres matières, tu vois. Ce genre de choses. Et comme ça, à la fin de la journée, j'avais fait tout ce que je devais faire en cours. Et quand j'étais chez moi, j'avais pas à penser à l'école, tu vois. Et t'étais content de rentrer chez toi pour dessiner ou c'était quand même des fois un peu un genre de fardeau, tu vois, en mode faut que je le fasse? C'est pas par rapport à la quantité de travail, ça a jamais été un fardeau. J'ai toujours été hypé. Enfin, pendant très longtemps, j'étais hypé par ce projet. Il y a un moment, il y a eu un peu des conflits à l'intérieur avec les deux scénaristes. Bref, je te passe les détails, c'est pas très intéressant. Mais donc, il y a un moment où moi-même, je me suis senti moins à ma place dans ce projet-là. J'ai eu pas mal de frustration. Et c'est ça qui m'a poussé à
à essayer de diversifier mes activités. Parce qu'en vrai, au début, j'étais totalement investi. J'ai l'impression qu'on était tous dans un truc full bénéf, tu vois. Et dès que la méta, elle est passée moins full bénéf et qu'on commençait à prendre chacun sur soi, parce que j'imagine qu'eux aussi, c'était un peu difficile pour eux, j'en sais rien, tu vois. Et bah, à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions et à me demander est-ce que c'est vraiment intéressant de mettre toute cette énergie là-dedans, parce que ça me prenait vraiment, comme je t'ai dit, toute ma journée, toutes mes semaines. Bah, c'est alors ça. que j'étais dans mes années d'études, mes années qui me font kiffer. Donc il y a un moment où j'ai commencé à me remettre en question, et c'est pour ça que maintenant on est dans un rythme de parution qui a rien à voir, tu vois. Est-ce que t'es conscient que tu faisais des concessions en mode genre tes potes, j'imagine qu'ils se la butaient pas sur le dessin tous les jours comme toi tu te la butais et qu'ils faisaient autre chose, genre et que tu pouvais pas tout le temps là avec eux ou pas souvent, tu vois. Est-ce que t'étais en mode ah dommage je rate ça, ou t'étais en mode ligne droite, faut que j'avance? Je considérais pas rater quelque chose parce que c'était mon choix, tu vois. C'est surtout que j'avais trouvé mes compromis. Genre, quand j'allais en soirée avec mes potes, mes soirées chill, hein, je te parle pas de boîte parce que tu pourrais pas faire ça. Mais genre, en soirée, posé dans un appart, je ramenais mon iPad, je dessinais et je parlais aux gens en même temps, tu vois. C'est vrai? Ouais, mais parce que tu trouves tes compromis, tu trouves ta manière de faire. Et mes potes, c'était très compréhensif. Ils voyaient que j'étais concentré sur ce qu'ils disaient. J'étais pas absent. T'arrives à être un peu multitâche. Mais c'est surtout le dessin, c'est une discipline assez particulière. Je pense que tous les dessinateurs seront d'accord là-dessus. C'est que, tu sais, c'est pas comme un mec qui fait de la musique où il doit vraiment se concentrer à 100%. Tu peux pas parler en même temps que tu chantes. Ouais, c'est ça. Alors qu'il y a ce côté, là, c'est un peu machinal, c'est limite un anti-stress. Donc tu peux très bien regarder une série, parler. Surtout si t'es au moment du line, etc. Ouais, c'est ça. Surtout au moment du line. Le storyboard, c'est impossible. Ouais. C'est impossible de regarder une série, sinon c'est juste tu la calcules pas. Et même normalement, ça te perturbe d'avoir du bruit. Moi, je mets même pas de musique quand je storyboard. Et aussi, ça dépend ce que t'es en train de faire ton dessin. Si t'es en train d'essayer de te stimuler à dessiner un truc compliqué, faut que tu sois concentré. Ouais. Mais quand tu fais la routine, l'ancrage, comme tu dis, le moment où il y a plus de construction, n'importe qui pourra te dire, je pense que... Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. C'est ça, tu vois. Donc c'est pour ça. Mais moi, ce qui me dérangeait, c'était surtout qu'il y avait des moments où je sais que c'était pas leur intention d'être ingrat ou quoi. Mais j'avais la sensation que moi, je passais ma journée à faire un truc et que je l'envoyais et j'avais juste un like, tu vois. Et genre, il y avait un moment où j'étais en mode sérieux, les mecs. Genre, je suis dans mes années d'études. Je me la bute. Je me la tords. Et c'est ça, votre implication, vous, tu vois. Mais donc, j'ai conscience que c'était pas leur objectif. Je pense sincèrement qu'ils voulaient pas être ingrats puisqu'on en a déjà parlé, en fait. Ouais. Et que c'est juste que voilà, eux aussi, ils ont leur vie, ils sont pris par leur travail, etc. Mais donc, il y avait un moment où on s'y retrouvait plus tous les trois, tu vois. Donc, c'est pour ça, il y a eu des petites cassures à plusieurs moments. Bon, là, ça va très bien, hein. On s'est expliqué. Après, c'est normal, c'est un projet qui dure quand même depuis quelques années maintenant. Ouais. C'est normal qu'il y ait des plus hauts et des plus bas, tu vois. C'est ça. Et puis là, on a trouvé un équilibre où c'est assez sain, je pense. On est sorti de tout. Mais ouais, tu t'étais un peu retrouvé en mode, t'avais l'impression d'être la seule locomotive du train, quoi. J'avais l'impression d'être le mec qui donnait tout et qui recevait rien, tu vois. Ouais. Genre, je perdais tout dans l'histoire. Ouais, d'autant plus que bah c'est un projet qui est non rémunéré, qui est encore aujourd'hui, même si vous vendez des tomes physiques, c'est à prix coûtant. Enfin, c'est vous vendez à prix de production, ouais, c'est ça. Donc en vrai, c'est financièrement, c'est même pas une mission. Mais ça n'a jamais été l'objectif après. Oui, mais tu vois, des fois, tu peux trouver aussi ton compte en mode bah ok, ça je le fais, ce projet-là. Ça me hype pas de ouf, mais financièrement ça peut me permettre de financer tel autre projet, bah je vais le faire, tu vois. Là t'avais même pas ce... Moi ce que je cherchais c'était d'être hypé. Ce que je cherchais c'était d'être dans un projet où tous les trois on avait, bah, c'est comme je dis, c'est chercher la stimulation. Ouais. J'avais vraiment envie d'être dans cette matrix nouvelle gêne, on va faire un manga qui va tout baiser. Et c'est le cas. Et en plus de ça, ça m'entraîne, enfin, tu vois, full bénéf. C'est toujours ça, moi, mes méta. C'est, essaye de faire un truc full bénéf, tu vois. Et dès qu'il y a un truc qui va pas, demande-toi si ça vaut le coup d'accepter, tu vois. Et donc, il y a ce moment-là où vraiment, ça m'allait plus. Et eux non plus, je pense que, parce qu'on en a parlé, il y a aussi un truc, c'est que eux, bah, mine de rien, ils sont scénaristes. Ils sont deux à se partager la tâche qui est pas la tâche la plus chronophage, ouais. C'est ça, la plus chronophage. Et donc, il y avait un moment, ils avaient l'impression que, surtout quand moi, je remettais en cause certains trucs, certaines décisions qu'ils avaient, il y avait plusieurs fois où ils avaient la sensation que moi, je prenais trop le lead du truc, que je faisais trop et qu'ils avaient plus leur mot à dire. Et malheureusement, je comprends totalement, tu vois. Mais ça, je pense que c'est dans tous les duos, bon là c'est un trio en l'occurrence, mais duo scénariste illustrateur, il y a toujours cette phase-là, tu vois, où genre l'illustrateur il veut mettre aussi son grain dans l'histoire et que le scénariste il le prend un peu pour lui, enfin tu vois. Mais là c'était surtout que ils avaient la sensation que c'était tout ce qui leur restait et que moi je voulais manger dessus. Ouais. Et moi, j'avais la sensation que tout ce que je faisais, il n'y avait pas de réponse derrière, pas de feedback. Donc, en fait, c'était un dialogue de sourds, tu vois. Ouais, je comprends. Là, actuellement, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un Google Doc où ils font une estimation, mais ils comptent pas non plus la parité des pages et tout, donc je dois réadapter. Et ils comptent pas le nombre d'événements par page parce qu'ils ont du mal à, tu sais, c'est difficile de se projeter avec juste du texte. Ouais.
Donc ils ont du mal à se projeter sur combien de place prendra chaque truc. Et donc au final, je dois tout réadapter. Donc même sur les pages de 40, enfin sur les chapitres de 40 pages, ils sont obligés d'écrire, je leur ai demandé d'écrire qu'une trentaine de pages Pour que être toi sûr t'aies que de ça la tienne. marge. Ouais, surtout que c'est obligé parce Ouais. que vu les pages condensées qu'ils font, c'est compliqué, tu vois. Ok, carrément. Donc là, je reçois un Google Doc avec événement par événement, page par page approximatif, et ils m'envoient des petites références d'images de temps en temps. Mais en vrai, après ça, ils ont leur travail, c'est des adultes avec plus de responsabilités que moi, donc ils ont du mal à donner plus, tu vois. Et donc moi, c'est normal que je me retrouve tout seul à avoir l'impression de tout faire. Et c'est pour ça que il y a eu pas mal de conflits, tu vois. Ouais, non, mais c'est normal. Et en vrai, c'est parce qu'il y a aussi un déséquilibre dans la dose, dans le temps de travail, etc., qui est fourni. Et tu vois, quand tu prends l'exemple chez un éditeur, c'est aussi pour ça que généralement l'avance sur droit, elle va en majorité à l'illustrateur qu'au scénariste, tu vois. C'est aussi parce qu'ils sont conscients qu'il y a un décalage sur l'investissement nécessaire, tu vois. Ouais, c'est ça, les conventions habituelles, c'est que t'as raison, c'est l'illustrateur qui est payé en majorité. Et c'est normal. Enfin, un scénariste peut gérer plein de projets en même temps. Un illustrateur va avoir plus de mal de travailler sur plusieurs projets, tu vois. C'est très rare. Surtout si tu veux tenir un gros rythme, à la rigueur 2 séries, quoi, mais pas plus. Ça. Les Hiromashima, c'est pas tous les jours. Voilà, c'est ça. Non, vraiment. Et ça, c'est un tout petit aparté. Après, on va passer sur un autre sujet. Mais je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur la légalité, entre guillemets, de faire un fan manga, tu vois. Moi, je peux essayer d'y répondre. Tu me dis si je suis correct. Vas-y. Déjà, vous faites pas dans tous les cas, techniquement, c'est pas légal. Vous faites pas d'argent dessus, ou s'il y en a qui est fait, c'est réinvesti pour faire des produits dérivés, genre des cartes comme en ce moment, etc. que vous offrez. Bon, les cartes là en ce moment on les offre pas, mais c'est pour financer les prochaines. Ouais, c'est pour financer, c'est ça. C'est ça. Et vous avez pris contact avec Glénat, avec le service juridique. On a essayé, ouais. Kakumei, c'est lui aussi au Japon, en version anglaise. Et qu'il y a 80% de chances, voire plus, il y a même des traductions japonaises, il me semble. Ok, parfait. Que les ayants droit, ils aient déjà entendu parler, et c'est juste qu'en vrai... Sincèrement, moi, je suis totalement dans le flou par rapport à ça, j'en ai aucune idée. Soit ils attendent de voir le projet grandir au max pour le casser quand il sera à son prime. Ouais. Mais en vrai, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que le prime, il est déjà un peu passé en termes de hype. Bon, même s'il y a la guerre qui arrive. Donc je pense que ça va remonter beaucoup là. Mais avant ça, on a déjà atteint des pics. Parce que 170 millions de lectures. Là, ouais, 180 millions, je crois. Sur Manga Draft. Et ça, c'est en version française. En version française. Ah ouais, juste en version française. Ouais, la version anglaise, elle a 100 millions. La version portugaise, on a mis qu'un chapitre et je crois que c'est à plus de 100 000, je sais plus combien. Et il y a toutes les traductions espagnoles qu'on n'a pas fait nous. Ouais. Sur les forums de l'Amérique latine, ça ferait... J'ai aucune idée de combien, mais ça doit être aberrant. Dis-toi que je disais ça. Ça me termine, je trouve ça très drôle. J'ai découvert des langues. Avec Kakumei. Ouais, j'ai découvert des langues. Un mec qui faisait une review. J'ai jamais vu sa langue. C'est un truc, je sais même pas c'est quel pays. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Mais en même temps, Dragon Ball, c'est tellement partout dans le monde et abusé, ce que vous faites, c'est hyper, enfin, moi, je lis pas Dragon Ball Super, je lis Kakumei, tu vois. Non, mais c'est vrai, hein, genre, Dragon Ball Super, j'ai arrêté un peu après le tournoi des pouvoirs. Et en vrai, Kakumei, je dévore, tu vois. Ah, ça fait plaisir. Donc, tu vas kiffer le prochain chapitre, là. Ah ouais? Ouais, va se passer des grosses dingueries. Ok. Ça va le changer. Mais tu parlais de ça, du fait de d'élaguer les chapitres. Le prochain chapitre, il tabasse? Ouais, il y a plein de trucs qui se passent. T'es en 2e année, là? Des Gobelins? Ouais. Ouais. Donc, il y a 1 an et demi, t'es rentré au Gobelin. T'es pas passé par la prépa. Les Gobelins, c'est une des meilleures écoles, c'est la meilleure école de France en animation. C'est même ça se tape avec CalArts pour être la meilleure école du monde. Ouais. Il y a pas de consensus, mais en général, c'est... Et toi, t'es rentré, donc il y a un dossier à faire? Alors, il y a plusieurs étapes. Tu veux que je te détaille ou c'est pas très intéressant? Au pire, je couperai, mais moi, ça m'intéresse parce que je trouve que c'est vraiment une école où il y a un peu il y a tellement d'animateurs connus qui sont sortis de cette école que... Non, c'est aberrant. Mais après, c'est un peu comme l'effet de tous les trucs élitistes, c'est qu'il y a une sélection élitiste, donc ceux qui ressortent sont forts parce qu'ils étaient déjà forts de base aussi, tu vois. Bon, après, je dis pas que ça sert à rien, évidemment. Déjà, ma première question, c'est pourquoi est-ce que t'as été au Gobelin? Alors parce qu'il y a un discours que t'as toujours eu où t'étais en mode, depuis que t'es en 3e, t'as du travail, t'aurais pas eu besoin des Gobelins pour avoir du travail. En fait, le truc, c'est surtout que j'ai des grosses ambitions. Ouais. Et que j'ai conscience des carcans sociaux dans lesquels les gens peuvent être, surtout les investisseurs. Et donc j'ai conscience aussi que c'est un argument. Le badge Gobelin, ça ouvre des portes. Tu sors des Gobelins, tu peux demander beaucoup plus de choses, beaucoup plus facilement, à beaucoup plus de gens. Et première chose, deuxième chose, mon père, il m'a toujours parlé de cette école. Ouais.
il m'a toujours hypé autour, donc aussi il y a ce côté rendre fier mon père, tu vois, forcément ça joue. Ouais. Et aussi il y a le côté le dernier clou qui s'est enfoncé, c'était un mec là-bas qui me suivait, qui m'a dit allez viens voir, je vais te montrer l'école, parce que de base j'étais sur le point d'annuler le Un projet mec Gobelin. là-bas, un élève? Ouais, il s'appelle Aurélien, au Ok. dessin sur Insta. Et donc il m'a chauffé. Il m'a dit parce qu'en fait il a vu que j'étais en train d'abandonner le projet parce que j'ai vu que pour participer c'était payant. Ça veut dire après on m'a dit que ça se fait dans plein d'écoles mais moi j'avais jamais vu ça et je trouvais ça aberrant. Je me dis donc là je vais payer, ça se trouve je suis pas pris. C'est ça vous me dites là? Vous êtes des malades. Genre je vais payer pour que vous me jugiez. Donc moi je déteste ce principe, tu vois. Mais bon, Aurélien m'a dit vas-y viens frérot, tu vas voir ça vaut la peine. Et effectivement, bon là je vais dire un truc normalement ça se dit pas trop, mais genre la prépa Gobelin, elle enterrait les 3e années de toutes les autres écoles que j'avais visitées, tu vois. Ouais. Donc j'étais en mode ouais, donc en fait c'est vrai que si tu vas aller dans une école, va au Gobelin, sinon ça sert à rien. Et en même temps, je pouvais, comme t'as dit, arrêter les études, mais c'était pas ce qui allait ni plaire à mes parents, ni me satisfaire entièrement. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, donne-toi toutes les chances, tu vois. Mais Au bout. et puis, enfin, je pense que t'as tout dit au début, hein, mais c'est quand même le bas. J'ai l'impression enfin, on en parlera après, mais que t'as beaucoup de projets qui sont courts et très long terme aussi, et qu'en vrai, les Gobelins, c'est comme quand tu sors d'une grande école de commerce, tu vois, genre tu trouves un taf direct et tu connais des gens directs. Et il y a encore pire, c'est que les amis que je me fais au Gobelin, bah ils sont tous forts puisqu'il y a eu le filtre de l'élitisme, donc j'ai de la force pour ça. Et tous les amis des Gobelins, bah le jour où j'ai besoin de monter un petit studio, tu connais, t'envoies un message. C'est ça, c'est des gens, j'ai directement, j'ai pas à découvrir les gens, je les connais déjà très bien. Et ce qui se passe déjà sur l'animation de Kakume, où je crois qu'il y a des gens de ta promo qui t'aident dessus. Bah c'était le projet de base. Bon là pour l'instant on essaie de se débrouiller le plus possible sans avoir à payer de gens pour garder la cagnotte. Ouais. Pour le moment, il faudra vraiment lâcher les sous. Mais donc ouais, on essaie de gérer notre budget tout simplement. Mais donc le moment où je vais faire rentrer des gens dans la boucle, ça sera les collègues des Gobelins, ouais. Bien sûr. Parce que je les connais en fait, je sais exactement à qui demander quoi, parce que je sais que telle personne a du mal à faire ce genre de choses. Là où si tu vas découvrir un mec, déjà tu sais pas s'il est aussi fort que son book, parce que son book c'est peut-être juste son prime, tu vois. Ouais. Il a peut-être fait en sorte de pas te montrer. Alors que là, ça fait 2 ans que tu les côtoies. Là, je vois tout, c'est ça. Ouais. Je vois et leur flop et leur réussite. Je vois qu'est-ce qu'ils aiment faire. Je les connais, leur personnalité. Je sais comment parler à chacun sans les brusquer. Enfin, c'est beaucoup mieux pour gérer une team de connaître les gens, tu vois. Donc évidemment, gros avantage. Et t'apprends des choses? Ah évidemment, ah, mais bien sûr. Bon, c'est vrai que c'est pas ce que je dis dans les raisons, c'est pas la première chose que je dis, mais évidemment, ce qui est hyper cool avec les Gobelins, c'est que leur système pédagogique me convient de ouf. C'est que c'est des modules, c'est qu'on te met dans le grand bain, on te dit débrouille-toi et t'as des gens à qui demander si jamais t'as des questions. Okay. Mais en gros, c'est des exercices pratiques pour te mettre comme si t'étais dans le monde du travail. C'est pour ça que là, tu peux être libre un jeudi après-midi. Mais là, pour le coup, on est dans notre période de stage. Là, normalement, après tous les jeudis après, on est libre. Ils ont fait ce qu'ils appellent le jeudi créatif. Ça te pousse à faire des choses dans ta vie, quoi. Mais là, pour le coup, pendant tout le mois, j'ai pas cours parce que je suis censé être en stage. T'es en stage chez toi? Mais j'ai pas trouvé de stage pour l'instant parce que j'ai un pote qui m'a proposé un stage. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, quand t'as tes projets perso, tu fais des magouilles pour faire ton stage chez toi-même. Mais oui, mais après ils veulent un stage en présentiel dans l'idée pour valider l'année. Mais donc là pour le coup, j'ai un pote qui m'a proposé un stage. J'essaie de voir si je peux pas parce qu'il a un petit studio français. J'essaie de voir si je peux pas gratter un stage dans un plus grand studio. Tu vois, ce serait cool. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que. Mais oui, évidemment, j'apprends énormément. Ça me pousse à faire des trucs que j'aurais jamais fait de moi-même. Et mine de rien. Il y a pas mal de trucs aussi sur ma personnalité où ça me fait travailler. Ouais. C'est que le fait d'avoir des retours de profs sur des devoirs ou qui sont à chaque fois sur 4 semaines, donc c'est assez long terme comparé à des devoirs de lycée, tu vois. Tu découvres aussi. Est-ce que ça t'a fait un peu redescendre, je sais pas si pas de manière négative, mais est-ce que t'avais genre un ego qui était là et en rentrée au Gobelin, ça t'a remis un peu à ta place? De manière full négative, hein, on peut le dire. J'avais vraiment un ego où je me sentais j'avais l'impression de pouvoir tout faire, tu vois. J'avais l'impression d'être vraiment capable de dessiner ce que je voulais, qu'il y avait personne qui était capable de mettre la misère. J'arrive au Gobelin, je vois tout le monde qui est capable de faire ce que je fais en x2 mieux. Je fais ok, d'accord. Ouais. Après, t'es quand même rapide, non? Ouais, moi mon seul avantage, en fait, c'est ça. Moi, le point fort que j'ai et que pas beaucoup de gens ont au Gobelin, c'est le seul truc qui me reste, c'est le fait que je suis assez rapide en exécution et je suis capable de trouver des ristournes pour tenir des deadlines. C'est ça. Je suis adaptatif et rapide, mais en vrai, en termes de niveau, j'ai vraiment pas un truc exceptionnel comparé. J'ai rien à envier à tous ces mecs. Et t'es dans parce que j'imagine qu'il y a aussi plusieurs genres de filières. Ils ont rien à m'envier. Ah ouais, ok. T'es dans une genre de filière animation?
C'est quoi, animation 2D, toi? C'est ça, animateur, réalisateur, ils ont appelé ça, je crois. Ok. Cinéma Ok. d'animation, ouais. En ce moment, du coup, tu travailles. Donc, t'as tes cours, où j'imagine que t'as des projets, comme tu dis, toutes les 4 semaines, il y a un rendu, etc. T'as Kakume, Mhm. t'as l'animé, Mhm. t'as tes one-shots. Ouais, il y en a un où je veux juste le sortir en version physique, il est déjà fini. Il y en a un que je suis en train de faire. Combien de pages? Je vais faire une 50aine de pages. Et le 60aine. premier? Le premier, il fait 60 pages. Ok. Ça te fait déjà 4 projets, et je pense que j'oublie des choses. Il y a quoi d'autre? Ah si, il y a un projet de série, manga série, Ok. donc sur le long terme, que je suis en train de développer en même temps. Donc là, en gros, je fais 2 mangas personnels en même temps. Ok. Je me focus surtout sur le one shot pour l'instant parce que j'ai envie de le faire plus vite. J'ai plein de projets de one shot que j'ai écrits mais que j'ai pas encore fait. Ouais. Il y a un projet d'application que je suis en train de faire avec Darao. Ah, pour, ok, c'est bon, j'ai. Ouais. Pour Kakume. Pas que pour Kakumei, Ok. un truc beaucoup plus grand. Et je suis sûr que j'oublie. Ah oui, je fais un trailer actuellement. Bon, je sais pas trop si j'ai le droit de leak. Je pense que ça va, il va pas m'en vouloir. De toute façon, ça sort en quelques mois quand même. Ah ok, c'est carré. Je fais un trailer pour Kariko Semo. Ok. Tu le connais J'adore. Ah bah clairement, tu pourrais avoir une interview avec lui si tu veux. Je Mais lui on en demande. a déjà parlé un peu, enfin je l'avais vu à la Japan l'année dernière. Ok, nickel. Bah écoute, Kariko Semo, bête de pote, je suis en train de lui préparer un trailer pour Shifting Guys. Donc ça aussi, autre Trop bien. projet. Et sinon, j'ai des projets où je suis sous clause, où je peux pas en parler, mais Alors, un truc avec des entreprises, bref. Déjà, et puis tu fais encore des prestats pour des... Bah, du Bah coup, oui, par exemple Fragment, t'as fait la couverture. Ouais, c'est vrai. Bah souvent du ponctuel, ouais. Il y avait Ok. Kinkai aussi qui m'ont demandé de faire des trucs avec eux. Là, on est en train de renégocier des Donc trucs. t'as tout ça. Moi, la question que je vais te poser, parce que tu vois, c'est énormément de projets. Au-delà, en fait, comment tu t'organises? Enfin, genre, comment tu fais pour tenir tous ces projets-là, tu vois? Bah, tu vois, il y a quand t'as un grand nombre de projets, mais que c'est pas encore abusé, genre on va dire 4 ou 5, t'es capable de faire un truc d'alternation, enfin d'alternance, pardon, d'alternance. Tu peux alterner en Ouais. disant genre ce jour-là c'est ça, ce jour-là c'est ça, ce jour-là. Quand t'arrives à 10, 12, 14, 20 projets, c'est plus C'est possible. finito. C'est plus possible de passer comme ça. Et tu fonctionnes à la deadline. Tu fonctionnes à... c'est à la cocaïne. Non, tu fonctionnes à la deadline. Tu te dis, c'est lequel le plus proche? Et bah, tant que c'est le plus proche, je fais que ça. Mhm. Et j'essaye de finir avant la deadline. Ok. Tu vois. Et donc, des fois, tu te retrouves avec 2 deadlines à côté, et c'est là où tu fais une alternance. Parce que comme t'as 2 jours d'intervalle, tu pourras pas Ouais. le dernier jour faire en 2 jours le deuxième. Ok. Donc c'est là, tu te focuses sur 2, tu fais un jour, un jour, un jour, Mais un du jour. coup, est-ce que t'as pas ce sentiment d'être un peu toujours en flux tendu? Tu vois, Si. genre. Ah ok, super. Ben c'est aussi un peu mon moteur, malheureusement. J'ai du mal à fonctionner plus calmement. C'est que quand tout va bien et que j'ai rien à faire, bah j'ai envie de me reposer, quoi. Mais et puis tu vois, genre par exemple, tu parles de ta série manga, qui est pas ta priorité, parce qu'avant ça, il y a déjà bah il y a Kakume, il y a le one shot sur lequel tu travailles, il y a plein de choses. Est-ce que t'as pas l'impression que cette série, elle passe tellement au 27e plan que t'auras jamais de deadline dessus et que tu vas jamais le faire, tu vois? Ben, je me connais. C'est que si j'ai envie de la faire, c'est pas juste pour faire une série, c'est parce qu'il y a des valeurs dedans qui me tiennent à cœur. En fait, le truc, c'est que si je m'engage dans une série en plus, c'est pas juste pour faire une série comme ça, c'est parce que il y a des vraies valeurs derrière qui comptent pour moi. Et donc, à savoir, le fait de me rendre compte que je suis capable de faire quelque chose qui aura jamais vraiment l'ampleur de Kakome, hein, je compte pas là-dessus, mais qui ait une ampleur assez conséquente sur une série. Sans qu'il y ait besoin qu'il y ait le nom Dragon Ball dedans. Ouais. Tu vois. Et donc c'est important pour moi d'y arriver, que ce soit avec cette série-là ou une autre. Et c'est pour ça que je garde ce projet et que je le considère et que je me dis pas juste, ouais, faudrait que je le fasse un jour. Et ce genre de projet, est-ce que t'as envie de les soumettre à des personnes qui pourraient t'aider sur la distribution et tout, genre des maisons d'édition, ou tu veux garder les projets pour toi? Idéalement, l'auto-édition, moi j'adore ça. Ouais. Franchement, j'adore ça. Surtout, là, j'ai la chance avec Dragon Ball, on T'as n'a une pas trop de galère. visibilité. Ça. Et donc, si on peut continuer en auto-édition, ce serait cool. Avec l'application, il y aura des trucs, sans trop spoil, il y aura des choses. Et mais sinon, évidemment, je suis pas fermé. Tu vois, c'est plus sur les one shots où je suis pas fermé. Ok. Sur les one shots, il y a pas de problème. Et sur une série, je me vois mal m'engager sur un truc où finalement dans 2 ans j'ai une autre solution et je me dis Ouais. ah, putain c'est con, j'aurais dû faire Tu ça. préfères garder ton indépendance, ton autonomie un peu. Ça c'est un peu l'ADA du mec arrogant par. Ouais, mais par tu vois, genre définition. le fait que tu gères autant de projets à la fois, est-ce que tu vois le travailler avec autrui, des organismes et tout, qui t'enlèvent toute une charge que t'as peut-être pas envie de gérer? Et ça évidemment. Déjà bah là on a passé la semaine avec Darao à faire des négociations avec
avec une entreprise de distribution. Bah, c'est ceux qui ont fait la distribution de Instinct. C'est aussi ceux qui ont fait la distribution du livre. C'est un gros groupe, ça. d'Astrono Geek, ouais. Ouais, je vois très bien. C'est Concours qui m'ont branché avec eux plutôt. Et en fait, ils ont venu me contacter, super sympa, et ils m'ont parlé de leur prix, etc. Et ils ont des prix qui allument toutes les concurrents. Ah ouais? Donc ouais, c'est assez fou. Donc voilà, de base, moi j'avais prévu de faire les envois moi-même cette édition-là, parce que je trouvais que c'était trop cher. Mais tu vois encore toutes ces négociations que tu fais, etc. Il y a un monde dans lequel, bah, en fait, c'est même pas toi qui les fais, tu vois. Oui, mais ce monde-là, c'est le monde où j'ai plein de sous. Non, mais si tu passes par un éditeur, tu vois. Oui, mais le monde où je suis chez un éditeur, j'ai plus rien. Ah ouais? Tu vois, bah c'est que là, pour le coup, si on n'est pas à bénéf, c'est parce qu'on a décidé de vendre au prix de production. Ouais. Mais le jour où je me mets une marge, j'ai la marge que je veux. Ouais, c'est vrai. Avec un éditeur. 8%, 10%, 12%. 8%, mais t'es un ouf. Si. Mais t'es bien respecté, 8%. Non, franchement, c'est dans le manga, c'est chez Kana, Ankama, tout ça, c'est 8%. Tous les potes qui m'ont parlé, ils sont allumés alors. Ah ouais? Ouais, c'est plus des 4%. Hein. Ah bah 4 ouais, non, c'est pas correct. Un contrat correct, il commence à 8%. Mais ça doit être parce que du coup, j'imagine, c'est ça, mais ils touchent rien sur les produits dérivés. Ça dépend ce que tu négocies. Si par exemple, bon, en vrai, je vais pas citer le nom parce que je pense que ça la mettrait pas à l'aise, mais je t'en parlerai après. Pas de problème. Mais ok, bon, bref, moi j'ai vu des trucs beaucoup plus insultants que ça. Ok. Et donc ça me chauffe pas spécialement. Ah non. Mais à part pour du court terme, parce que moi ce que je trouve intéressant, c'est ça, c'est aussi avoir des projets un peu plus légers, tu vois, par rapport à tout gérer. Mais c'est pour ça que je prépare des projets exprès pour. Bah là, en l'occurrence, le one shot que je fais, l'idée de base, c'était de le faire pour le concours qu'il y a là avec Keep Studio. Non, il y a un SMA. la Japan. Ils font un concours la Japan. À Japan Expo? Je crois que je connais pas le nom du concours. Mais c'est un concours de one shot. De base, c'était pour eux, mais leur deadline, ils sont en avril. Là, je suis pas sûr d'y arriver. Ouais. Donc, je me dis, en tout cas, ça fait un one shot à sortir pour les gens, tu vois. Donc, si j'y arrive, tant mieux. Sinon, tant pis. Hein. Je suis plus trop dans la méta faire des nuits blanches à tout prix. Oui, parce que ça, c'est ce qu'on a dit qu'on en parlerait. Limite, on a qu'à l'aborder maintenant. T'as eu un projet avec le PSG. En même temps, il y avait un chapitre de Kakume à sortir. Ça te faisait 38 pages pour Kakume. Et 36 pardon. Et 90 et plus, je sais plus combien. Mais Et est-ce qu'il y a pas un monde dans lequel tu te disais ouais Kakume on reporte de un peu ou parce que tu t'es retrouvé à faire 120 pages. C'est 92 du coup et ça fait 128 en plus. Ouais, c'est ça. Donc tu vois genre est-ce que dans ta tête t'étais en vacances à ce moment-là, c'est ça? J'étais en grande vacances, ouais, heureusement. Ouais, parce que là c'était non, j'aurais pas fini tout. Mais impossible. Tu vois genre tu travaillais tu dormais plus là. J'ai enchaîné, j'ai fait 2 fois 3 nuits blanches d'affilée. OK. Dans les 20 jours, il y a eu 6 jours où j'ai pas dormi du tout. 6 jours? Bah 6 jours où j'ai pas dormi du tout, sans compter les jours où il y avait des nuits blanches, mais pas d'affilée quoi. Mais comment, donc en tout dans les 20 jours, j'ai dû ne pas dormir un truc genre 8 à 10 jours, tu vois. Genre je sais pas, genre à un moment donné tu peux plus dessiner, En vrai dessiner c'est pas non plus le truc qui demande le plus d'énergie à ton corps, mais moi je dors pas déjà une nuit, je suis finito, Il y a un moment tu rentres dans un automatisme, genre tu somnoles, tu t'endors et tu te réveilles, tu te mets des claques, mais tu dors jamais quoi. C'est un film ça. Non mais tu rentres dans un automatisme en fait. Ouais. Mais le truc qui était le plus flippant, c'est la deuxième fois où j'ai fait les 3 nuits blanches d'affilée. Ça, c'était vraiment, ça m'a fait peur, en fait. C'est qu'à un moment, j'ai senti mon cœur battre. Ouais. Mais genre, t'es pas censé sentir ton cœur battre. Tu sentais que tu partais. Mais je le sens, mais je sais pas comment dire. Genre là, tu sens pas ton cœur battre. Là, tu vois, tu parles avec moi, tu sens rien. Je sentais mon cœur battre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sentais qu'il tapait contre la poitrine. Et je me suis dit, oula. Et tu sais, ça faisait un truc où genre, chaque pulsion, j'avais l'impression d'avoir un acouphène, genre un truc un peu bizarre. Ouais, mais là, et j'étais en mode, putain, frérot, c'est pas normal ce qui se passe dans ton corps, là. Calme-toi. Ça, c'est les sensations quand tu fais un ultra trail, tu vois. Je sais pas. Je sais pas si c'est normal de vivre ça, mais je me suis dit, ça ressemble vachement à un début d'arrêt cardiaque. Donc, s'il te plaît, frérot, arrête tes conneries, tu vois. Donc après, je sais pas, hein, ça se trouve, c'était juste la panique ou le stress ou j'en sais rien, parce qu'en vrai, je sais pas du tout. Non, mais même, je pense, ton cerveau, il fonctionne plus correctement. Enfin, mais je connais pas les effets de la fatigue sur ton cœur. Je sais pas si ça peut t'arrêter ton cœur. J'aurais aucune idée. Mais en tout cas, ça me donnait la vibe de ce que tu fais, c'est pas bien. Donc, je me suis dit, va dormir. Je suis allé dormir. Bon, toujours avec mes réveils, évidemment, parce que si je m'endormais sans réveil, j'allais me réveiller dans 4 jours. et donc, le souci, c'est plus ça s'est passé sur les mois d'après. Ouais. C'est que j'ai traîné cette fatigue sur plusieurs mois, voire sur toute l'année qui a suivi. Vraiment les conséquences, genre le prix était vraiment cher. Tu sentais que t'étais tout le temps fatigué, que moi, c'était abusé. Ah ouais. Tu vois quand la sensation que t'as après une nuit blanche. Ouais.
Tu vois, toute la journée, t'es fatigué, tu sens que si tu te poses 2 secondes, tu t'endors. Ouais. Ça me faisait des migraines, des trucs similaires à ça, toute l'année, même quand je dormais 10 heures la nuit. C'était, après, ça s'est En vrai, tu estompé. t'es éteint. Mais après, ça s'est estompé petit Bien à petit. sûr. Mais genre, effectivement, même dans les rythmes de mangaka, Mm. c'est pas un rythme normal. Ça, c'est pas un rythme que beaucoup de gens ont déjà essayé dans leur vie. Tu vois, même Alpha One, il dit pour rire dans un de ses sons, il dit tu ferais pas deux nuits blanches d'affilée, même pour 100K. Enfin, je sais plus c'est quoi la formulation. Mais tu vois, genre quand j'entends ça, ça me fait rire. Du coup, je me dis oui, effectivement, il y a pas beaucoup de gens qui le feraient, même pour de l'argent. Mais moi, je trouve que c'est ouf, hein. Genre, déjà, de pas dormir une nuit. Mais C'est faut un miracle. remettre dans le contexte, parce que là, on dirait que je suis juste un dégénéré, mais C'est un peu ce que ça donne, ouais. ça donne un peu ça, cette vibe, ou soit masochiste, soit dégénéré. Mais dans le contexte, c'était quand même un mec qui vient me voir et qui me propose d'être et dans le Shonen Jump et avec le PSG. Ouais. C'était ça le projet à la base. C'était ça. C'est sorti, ça? C'est sorti, mais pas du tout dans le Shonen Jump. Je crois que c'est dans le Shonen Jump Plus ou une connerie du genre. Et c'est sorti sur le Twitter du PSG. Enfin, c'est vraiment vraiment ce projet, je le déteste. Si tu veux qu'on le descende un jour, on le descendra avec plaisir. Et donc le truc, c'est que on était censé donc être dans le Shonen Jump à côté de One Piece et tout. Il y a un moment, on a travaillé avec un éditeur. Bon, il a été hyper évasif le scénariste, mais de ce qui m'a fait comprendre, c'était l'éditeur d'Hunter x Hunter. Dinguerie. Ensuite, on a travaillé avec l'éditeur de Demon Slayer, ça c'est sûr. Les japonais. Ouais, les éditeurs officiels. Ok. Et il y a un moment où même on a eu l'avis de l'éditeur de One Piece. Donc là, vraiment, j'étais dans mon rêve, tu vois. J'étais en mode. Ça veut dire que ils ont ton blaze. Ça, je sais pas, parce que c'est le scénariste qui parlait avec eux. Moi, je parlais pas avec eux. Ouais. Et donc, j'en ai aucune idée. Et vu comment il était pas carré, je vais rester poli. Pour faire simple, il avait pas voulu citer Lenny Le Valant, qui avait été donc assistant, qui avait fait 3000 fois plus que lui sur le projet, qui avait partagé des nuits blanches avec moi. Ouais. Il a pas été correct. Tout ça pour dire, la hype était dans le côté projet avec le PSG dinguerie. La renommée, Il m'avait hypé en me disant que c'était eux qui allaient me payer. Et donc, je me disais, bah, trop cool, on va négocier un vrai contrat. 90 pages dans des délais comme ça, c'est sûr qu'on va se faire des sous, tu vois. C'était ça dans ma tête. Pas du tout. Deuxième chose, on allait être les premiers non-asiatiques à être dans le Shonen Jump. C'est que le seul non-japonais, c'était Boichi, il me semble. Ouais, ok. Il y a peut-être d'autres coréens, mais je suis pas sûr. Mais Boichi, c'était le seul que je connaissais, en tout cas. Sachant que Boichi habite au Japon, etc. On a été les premiers français, premiers non-asiatiques. On allait être les premiers mineurs non asiatiques, premiers mineurs français. En fait, tu as tous les trophées d'un coup, tu vois. C'était une dinguerie, tu vois. C'était ouf. Plus le côté PSG. En fait, tu t'es buté et t'as eu full déception. Gros, j'ai reçu 1000 € à me partager avec Lenny si j'avais envie. C'est que c'était à mon nom. Lenny, il a reçu rien, même pas la mention. Ça veut dire qu'il y a son blaze nulle part chez le PSG. Personne n'a entendu parler de ce mec. Alors que moi, j'ai dit à Loïc, je ne t'envoie pas les fichiers si jamais tu n'acceptes pas de mettre son nom. Et au final, sur les fichiers, j'ai mis son nom. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé son nom des fichiers. Il a effacé. Ah, il y a volonté de nuire, là. Je ne suis pas censé toucher 1000 € pour 90 pages dans des conditions telles. Et surtout que je partage avec Lenny. Je lui ai envoyé 500, du coup. Je me suis touché 500 € pour ce projet. 500 € pour ce projet. 500 € c'est limite le prix que je peux donner pour une planche. Vu le niveau de détail. Tu vois, une de ces planches pourrait coûter 500 € à elle seule. Et encore, c'est des prix tranquilles, tu vois. Non, c'est aberrant. C'est affolant. 90 pages, 500 € avec des nuits blanches qui m'ont coûté une année de ma vie. Tu te rends compte ou pas? Non, franchement, ce projet-là, si tu veux qu'on 50 € la page, c'est minable. 50 € la page, ça fait? Non, même pas. Attends, la merde, ça fait 5 € la page. Ah ouais? Ah ouais? Divisé par 100, c'est ça? 5 € la page. Et dans des conditions comme ça. C'est un grec une page. Et encore, un grec qui a... c'est ça, même pas ça. C'est max. T'as quoi? T'as une tarte au daim. Non, vraiment. Il va me rester 2 sujets à aborder avec toi. La première, c'est une question. Tu te vois plus en tant que gérant ou artisan? Ça veut dire quoi? À terme, tu veux être le mec qui gère les projets ou tu veux être le mec qui réalise les projets? Enfin, par exemple, on va prendre Patrick Sobral. Tu vois qui c'est? Qui a fait les légendaires. Ouais, si. Oh, grand fan. Il a fait la première série des légendaires, il a tout fait, il s'est buté 2 BD par an, machin, tout ça. Par la suite, tous les spin-offs, etc., il a délégué, c'est devenu un gérant de la marque, entre guillemets, les légendaires. Toi, tu te vois comment? Alors, dans le monde de l'anime, full gérant. Je me vois réalisateur. Donc, réalisateur, c'est pas dans le sens ouvrier, réalisateur dans le sens réel. Et donc ça, pour le coup, je me vois totalement dans ça parce que je me vois pas juste faire des séquences d'anime. Mais après, en tant que réel, je serais le mec style Satoshi Kon et Miyazaki, bon, sans me mettre à leur niveau, hein, mais de cette DA-là, de mettre les mains dedans. Ouais, un peu comme Tezuka. Aussi, ouais. Ok. Et donc, dans l'idée, c'est ça. Moi, c'est ça, le meilleur des mondes, c'est je choisis qu'est-ce que j'ai à faire et je dirige les autres, mais en même temps, je m'implique. Mon but, c'est pas juste de rester derrière mon bureau à dire, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Oui, c'est ça.
T'es toujours dans l'action, ok. C'est ça. Et dans le monde du manga, par contre, j'ai du mal à faire ça, mais je pense que ça viendra, ouais. Mais ouais. Tu te vois comme scénariste? Bah, pour l'instant, je me vois pourquoi pas, mais j'aurais quand même envie de toucher les dessins, je me connais, tu vois. Ça t'aime trop. Bah, surtout, si je vois un truc et que je vois comment le rendre mieux, je vais lui dire. Ouais, bien et sûr. je pense que ça peut me mettre mal à l'aise le dessinateur, surtout si je prends déjà tout le scénario, tu vois. Ok. Et si je te demande, c'est quoi que tu veux le plus faire aujourd'hui? Tu dois choisir parmi toutes tes activités. Ce que je veux plus faire, c'est monter mon studio d'anime, hein. Le manga français? Ça va faire péter le manga français. Si c'est pas partir en vacances avec Idrix Tattoo de Paozu. D'ailleurs, oui, dans les projets que tu me demander que je faisais, il y a aussi, je fais des stencils, donc pour Paozu Inc, là, le studio dans le local où on est. De toute façon, j'aurais fait un message en début d'épisode. Pas de souci, bah nickel. Ben donc voilà, si les gens veulent se faire tatouer, avoir un dessin de moi ou un dessin d'une personne, mais un truc exclusif, c'est assez rare hein, les salons de tatou qui font ça. La plupart des salons de tatou, ils prennent des images de Google, ils décalent, ils font leur stencil et fin de l'histoire. Stencil, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? Ouais, pardon. Stencil, c'est le modèle, le dessin que tu vas te mettre pour te faire tatouer, quoi. C'est genre le dessin bleu, quoi. Tu sais, quand c'est bleu avant que ça soit ancré. Et donc, moi, je design ces choses-là pour pas que t'aies à prendre une image sur Google, quoi. Et que t'aies ton truc vraiment unique. Et que dans ce salon, du coup. Bah, c'est assez unique. Moi, je connais pas trop d'autres salons. Non, mais je veux dire, les tiens, ils seront que dans ce salon. Ah oui, les miens, ils sont que dans le salon. Ok. Trop bien. Trop bien. Bref, petite parenthèse. Et donc, si tu dois choisir, partir en vacances avec le tatoueur. Ah oui, c'est ça. et faire un studio d'animation. À un moment donné, je crois, dans une interview, tu parles vraiment de mettre en avant le manga français. Ouais, c'est le but. C'est quoi un peu les séries, toi, qui t'ont prise en manga français? Reaper? Dreamland. Reaper, j'aime bien Reaper, bah, j'aime bien Gero, mais après, voilà, on n'est pas spécialement proches. Mais, Dreamland, de base, grand fan, et quand j'ai rencontré Renaud Le Maire, bah, c'est grâce à Kyoda et Aniki que j'ai rencontré. Okay. Vraiment, ces mecs-là, ils m'ont poussé jusqu'au bout, hein. Kyoda et Aniki, ils ont organisé leur S3, c'est leur grand événement en figurine, et ils avaient invité Renaud Le Maire, ils m'ont mis à la table à côté. C'est des grands malades, genre comme si j'étais au même niveau, tu vois. Et c'était abusé. Franchement, je me sentais comme un ouf toute la journée. Il me parlait. Enfin bref, gros fanboy. Et donc ouais, Renaud Le Maire, grosse ref. Dreamland, incroyable. Tu sais que il y a un running gag avec Renaud. Ah ouais. C'est à chaque fois qu'il me voit, il me dit. Arrête de parler de moi dans tous tes podcasts. Mais tu vois, c'est ça. C'est... Bah, bisous Renaud, c'est de ma faute. ça revient toujours. Désolé Renaud. Mais ouais. Bah écoute, bisous à toi. Désolé de parler de toi encore une fois, mais... Non mais vraiment. Ouais. Non, bref. Okay. En figure française, c'est un peu celui qui me choque le plus. Après, il y a les Tony Valente et tout qui ont tout cassé, mais celui qui me touche personnellement, c'est Renaud, moi. Et t'aimerais faire quoi avec ton studio, tu vois? Genre à quelle échelle? International, hein. Ouais. Le but, c'est sur un style d'animation Jap. Bah, bien sûr. L'idée, c'est de reprendre les codes de la Japanime sans se brider, bien sûr. Moi, je suis toujours pour l'innovation. Genre, moi, un truc, bon, peut-être je lis l'idée et des gens vont me la prendre avant, mais bon, après, c'est pas très grave. Parce qu'on le fera mieux qu'eux, de toute façon. Je vais faire un petit exclu. En gros, l'idée, c'est que tu vois, les openings de Japanime, c'est du J-rock ou de la J-pop parce que c'est ce qu'ils écoutent là-bas, en majorité. Nous, ce qu'on écoute, c'est du rap. Ouais. Donc tu voudrais, les openings, bien ça sûr. sera des Yame fit Damso. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça serait une dinguerie. Par contre, l'animation, ça sera la même chose. L'animation, ça sera de l'animation. Mais la voix derrière, ça sera Charles Mekali. Ça sera une dinguerie. Moi, c'est ça mon but, pour que vraiment catalyser l'effet du truc. C'est qu'il y aura des gens qui vont écouter la musique sans savoir que ça vient de là et découvrir le manga grâce à ça. Donc vraiment une promotion de culture française. C'est ça. Et vraiment faire le truc à la sauce française. Donc ça, c'est un exemple. J'ai plein d'autres idées. Donc si vous me volez ça, vous avez pas tout l'écosystème. Vous pouvez pas. Mais bref. Donc voilà, dans l'idée, c'est ça l'ambition. Et en termes de temps, ça serait quand? Bah là, en gros, l'idée de l'anime Kakumei, le film que je suis en train de faire, c'est de booster le départ du studio. C'est de faire la première production du studio, un truc qui marque, qui fonctionne et qui marche, c'est ça, et qui marque. Et donc qui donne confiance en fait, pour après avoir des investisseurs. C'est exactement ça. Okay. Exactement ça. On a fait ça tout seul avec nos moyens. Donnez-nous vos moyens et vous verrez. Et imaginez ce qu'on peut faire, c'est ça. Donc c'est ça l'idée du truc. Et donc dans l'idée, on a prévu avec le mec avec qui je bosse en ce moment, on a prévu pour fin 2025 d'être à 60% du film. Ok. Oh, ok. C'est l'idée, c'est le but. Okay. C'est ce qu'on espère. Donc ça donne pas encore de date précise. Dans l'idée, je pense que 2027, c'est à peu près sûr qu'il y aura quelque chose de sorti. Okay. Avant ça, je sais pas si je peux me prononcer. Même 2027, j'en suis pas sûr. Il y a plein d'aléas dans la vie qui vont arriver. Donc je donne pas une date.
Surtout voilà, que toi, t'es encore à un moment de ta vie où il se passe plein de choses dans le sens où t'as encore les études, t'as encore, enfin, tu vois, ça va vite. Et puis il peut se passer plein de choses. Imagine demain, ma famille a un problème de santé. Ouais, bien sûr. Pendant plusieurs mois, j'ai pas envie de penser au travail, ça peut arriver. Moi, encore une fois, ma direction artistique, mon dicton, c'est d'être libre, tu vois. Ouais. Ma manière d'être, c'est ça. Je peux pas être soumis à quelque chose. Si j'ai pas envie de faire quelque chose, j'y arriverai pas, tu vois. Bah écoute, merci beaucoup Elio. On va arriver sur les 2 questions de la fin. Est-ce que maintenant t'as pu trouver? Parce que, alors t'as la chance, je t'ai prévenu avant. Des fois, je préviens pas avant. C'est vrai, mais j'ai pas réfléchi. Alors, vas-y, pose-moi la question. Donc, est-ce que tu aurais une recommandation sur un contenu à consommer? Ça peut être une série, un film, une musique, enfin peu importe, un truc qui vraiment t'a vraiment impacté et qui fait un peu ce que t'es aujourd'hui, tu vois. Ok, bah tu sais quoi, je vais transmettre une reco qu'on m'a faite. Ok. On m'a recommandé quelque chose et ça m'a touché en plein dans le mille. Donc c'est un livre, c'est le jeu des perles de verre de Herman Hesse. Ok. Donc je sais pas si tu l'as lu. J'ai pas lu. Mais ce livre c'est incroyable. Bref. Ok. Donc bon, je pitch rapidement peut-être. Vas-y. Carrément. L'idée c'est que c'est une utopie de base. Bon après on verra bien. Mais donc le point de départ c'est que c'est une utopie où il y a un monde isolé, un peu ésotérique, tu vois, seulement pour les initiés, où donc il y a un jeu qui a été inventé. Bon, c'est un monde élitiste. Ok. C'est les gobelins. C'est les gobelins. Donc c'est une ville élitiste, tu vois. Et donc donc ça s'appelle la Castalie. Okay. Et donc il y a un jeu qui a été inventé là-bas qui s'appelle le jeu des perles de verre, qui mélange un peu tous les arts, toutes les connaissances, donc que ce soit la science, la musique, plein de choses, tu vois. Et c'est un jeu très énigmatique. On t'explique comment il est apparu, mais on t'explique pas trop ce qu'est le jeu. Et donc il y a tout un truc autour du mec qui devient le maître du jeu, donc le plus fort de ce jeu-là, le champion du monde en gros. Et qui après se rend compte que il reste bon, je vais pas tout spoil, mais c'est tout le questionnement de garder la connaissance pour les élites ou la partager au peuple, confronter le niveau d'intellect au niveau social. Ça tu l'as vu ou tu l'as lu? C'est un livre. J'ai lu, c'est un livre. Et donc bon, il est assez conséquent, c'est pas le plus facile de Herman, mais c'est quand même un livre très intéressant et c'est un peu considéré comme son chef-d'œuvre, tu vois. Ouais. Et je trouve vraiment que ce livre, moi il m'a mis une balle. Bah écoute, tu m'as hypé, je pense que ça va direct sur la Kindle là, ça va partir. Mais c'est le héros il s'appelle Joseph Vallée, et donc c'est lui qui devient le maître du jeu. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est le format, c'est que ça te raconte ça comme une biographie, comme si c'était arrivé dans la vraie vie. Et en fait, c'est un enchaînement de textes de cette manière-là. Tu vois, il y a 2 sortes de biographies aussi à la fin, ou de textes qui te rapportent un événement. Et c'est assez brutal, tu vois. Moi j'adore. C'est que t'as vraiment l'impression que c'est vrai, quoi. Tu t'es formé un peu sur les structures narratives des histoires et tout, parce que tu vois en dessin, on l'a dit un peu comment t'avais fonctionné et tout, mais pour ce qui est de structurer une histoire, est-ce que c'est quelque chose où si t'es dans l'analyse ou t'as lu genre je sais pas l'anatomie du scénario, j'en sais rien. J'étais sûr. L'anatomie du scénario, j'étais sûr. Non, moi j'aime pas trop les trucs trop académiques. Ok. Ce que j'ai fait, c'est plus essayer de conscientiser ce qui marchait dans ce que je trouvais qui marchait. Donc me poser la question moi-même comme un grand, et évidemment écouter les conseils des grands que je considère, que ce soit Renaud Le Maire encore une fois, ou n'importe qui d'autre. On a parlé de plein de trucs, hein. Il y a pas que lui. Et bref, mais donc c'est ça en fait, quand il y a un truc qui fonctionne. Pourquoi? Exemple tout bête, la mort de la mère d'Eren. C'est un personnage qu'on n'a pas vu. On la connaît pas, sa mère. Et pourtant, quand tu vois la mort, t'es pris aux tripes. Et c'est trop humain, c'est super bien fait. Et donc là, tu te demandes, ok, l'idée fonctionne, mais c'est pas que l'idée qui fonctionne, c'est la mise en scène aussi. Comment elle est racontée, c'est ça. Et donc c'est là où je me demande, ok, qu'est-ce qu'on a montré de la mère suffisamment pour que ça touche? Est-ce qu'il y a besoin de plus ça aurait servi ou est-ce que ça aurait alourdi? En fait, non, tu vois, il y a juste un moment de complicité avec Eren au début. Tu vas analyser le mec, c'est pareil, on te le montre hyper confiant, on te le montre un peu arrogant, c'est suffisant. Juste après, c'est suffisant, il y a pas besoin de connaître sa vie. Et donc ça t'apprend sur le dosage et tu réessayes et tu vois si ça marche autant. Et en fait, c'est plus comme ça que moi j'ai appris à forger un peu ma manière de construire des histoires. J'ai l'impression que ça c'est un peu un point commun à comment tu fonctionnes, c'est genre tu te poses beaucoup pourquoi ça marche. C'est ça. Je préfère faire ça plutôt que lire un mec qui m'assomme avec une quantité de stratégie de machin, ouais. Moi, franchement, l'anatomie du scénario, j'ai vraiment du mal. Hein. J'avoue, j'ai lu un chapitre, je n'en peux plus. En fait, j'ai du mal parce que j'ai pas l'impression qu'il dit des trucs spécialement vrais. J'ai l'impression qu'il donne une méthode, quoi. Ok. Et après, je sais pas. Et on va arriver sur la question de la fin. Okay. C'est un petit conseil, le petit conseil de Elio pour les auditeurs. Ça peut être dans l'animation, dans le manga, dans la vie, dans l'organisation, ce que tu veux. Écoute, j'ai pas la prétention
de donner des conseils pour de devenir un type de personne, je trouve que ça c'est maladroit. Je pense un conseil qui a rien à voir, mais qui est un très bon conseil et que j'aurais bien aimé qu'on me donne avant et dont on a parlé hier soir avec des potes, c'est dans une relation. Ouais. Quand il y a quelque chose qui te va pas, je te conseille de te demander comment faire en sorte que la situation arrive à un endroit où ça te va, plutôt que d'attendre que la personne en face fasse des efforts ou qu'il y ait des concessions à faire. Et donc, ce que je dis, c'est pas non plus quitte ta meuf si jamais, enfin, qu'il se va pas. C'est plutôt trouve un moyen de réduire la proximité, trouve un moyen de te mettre dans des conditions qui vont te permettre d'être respecté, de se sentir bien. Et en fait, ça, c'est applicable aux relations, mais c'est applicable aussi au monde pro. Ouais. C'est que si jamais t'es dans un contrat ou dans un truc où ça te va pas, au lieu d'espérer que le changement vienne en face, fais en sorte de te mettre dans des conditions qui favorisent ton bonheur. Et n'attends pas le changement des autres. Voilà, bon, je me suis transformé en... Encore. Bah écoute Elio, merci beaucoup. Bah, pas de souci, merci à toi frérot. Puis à une prochaine. Hein. Nickel, gros bisous. Si vous êtes ici, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour tout ça, je vous en remercie. Si c'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner au podcast, à laisser un avis et à venir nous suivre sur Instagram. Et sur ce, moi je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode de PSLP. On est également dispo sur Instagram